Ce podcast peut vous divulgacher le film, assurez-vous de l'avoir découvert au préalable, bonne écoute. Salut. Incroyable! Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Tu vas voir ce qu'il regarde? Ce mec est loin d'être tombé de la dernière pluie. C'est les pros, ces salauds-là. Vous savez ce qu'il regarde? Quoi? Nous. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode spécial de C'est quoi le cinéma. Aujourd'hui on va se concentrer sur uniquement The Batman de Matt Reeves, sorti le 2 mars au cinéma. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est un très très gros morceau et que pour le prochain épisode qui sortira bien à la fin du mois, ça aurait été trop compliqué de le traiter en moins de 20 minutes. Pour cet épisode spécial, on retrouve l'équipe de la première émission. Je vais vous les représenter, mais très rapidement. On retrouve Enzo qui revient, rédacteur sur C'est quoi le cinéma. Bonjour Enzo, comment ça va ? Ça va et toi ? Bon, ça va. Très très fatigué. J'ai fait une nuit blanche, donc je tiens à préciser que s'il y a des problèmes d'articulation et de compréhension, c'est normal. Bonjour Will, qui revient également, rédacteur. Salut, aussi. Louane. Comment ça va ? Ça va. Je sors d'un examen et ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que le podcast se passe mal. Bon bah ça va, c'est bon signe. On retrouve également Vince, qui est le grand habitué également de ce podcast. Bonjour Vince, comment ça va ? Bah salut, ça va très bien, ravi d'être là pour cet épisode bonus qu'on vous offre dans notre grande bonté, même si c'est pas Noël. Oui, mais ça reste gratuit. Et on retrouve, alors ça c'est assez spécial, parce que c'était de base l'invité de la première émission et maintenant c'est devenu un chroniqueur qu'on va revoir souvent sur le podcast. Bonjour Jack, comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Que de plaisir de revenir, surtout parler d'un film pareil, donc merci pour l'invitation. Et oui, t'as un peu vendu la mèche, mais je risque de resquatter prochainement sur vos ondes. Ici on est de gauche, on accueille toutes les personnes sans domicile. Bon, on va pas perdre de temps, on va directement passer à l'émission sur The Batman de Matt Reeves. I got you! I got you! Tout d'abord, pour commencer cette émission sur The Batman, on va tout d'abord revenir un petit peu très succinctement, et c'est Enzo qui va s'en charger, nous raconter qui est Matt Reeves, qui est le réalisateur de ce film. Enzo, je t'en prie, c'est à toi. Merci. Alors, très bonne question. Qui est Matt Reeves ? Donc, c'est un réalisateur américain de 55 ans, qui aujourd'hui fait la une de toutes les revues de cinéma dans le monde. Je vais pas revenir tout de suite sur son dernier film parce qu'on va en parler en long et en large pendant 2 heures. Mais donc du coup, je vais revenir sur les films précédents. J'ai pas vu son premier film. Par contre, je peux vous recommander chaudement son deuxième, Cloverfield, qu'il a réalisé en 2008. Ça redéfinit pas le genre, mais ça reste un found footage efficace. Et surtout, ça montre déjà que Reeves, c'est quelqu'un d'ambitieux. Il va être producteur sur les 2 suivants. Ça n'a pas eu les succès qu'il espérait, mais il a quand même réussi à créer un univers plus ou moins cohérent, et en tout cas personnellement c'est un univers qui m'a toujours intéressé. Reeves y continue ensuite. 2 ans plus tard, en 2010, il réalise Let Me In. C'est un remake d'un film que Louane il aime beaucoup, qui s'appelle Morse. Et un remake que je trouve très pourri. Je suis d'accord sur le fait que c'est pas un super film. Par contre, c'est un film qui montre que Reeves il maîtrise déjà certains codes des films d'horreur. Et ça tombe bien, spoiler, il va peut-être les réutiliser dans The Batman. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et surtout, ça montre que Reeves il est capable de prendre des risques. The Batman, c'est une prise de risque énorme, mais ça tombe bien parce qu'il a l'habitude d'en prendre, que ce soit sur la dernière trilogie La planète des singes, qu'il a repris après le départ de Rupert Wyatt,
Donc il arrive sur une trilogie qui était déjà en cours, et il va réussir à faire les meilleurs films de la planète des singes, même meilleurs que celui de 68. Bon, je me permets. Et surtout, donc, ça nous permet de voir que lorsqu'il prend des risques, il réussit à faire des choses merveilleuses. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur lui ? Il a écrit pour James Gray. J'aime beaucoup d'ailleurs lorsque Reeves a écrit ses scénarios, que ce soit pour Batman ou pour le dernier La planète des singes. Je le trouve très bon, en tout cas dans l'écriture des personnages. Après, on reviendra sur The Batman, mais j'ai quelques petits trucs à redire. Et surtout, c'est quelqu'un que je trouve ambitieux. Il a produit la série Tales from the Loop en 2020. Donc c'est une série de peinture, et il en a fait une série télé qui est dispo sur Amazon, si je ne me trompe pas, j'ai un doute. Je peux pas Je crois te qu'elle est dire. je crois qu'elle est dispo sur Amazon, et en tout cas je vous la conseille énormément. Je vous conseille tout ce qui sort autour de Tales from the Loop, c'est superbe, même le jeu de rôle. Et donc voilà, donc Reeves c'est quelqu'un qui sait créer des personnages très forts. On va en reparler plus en détail, je pense, un peu plus tard dans cette émission, mais c'était déjà le cas avec César de La planète des singes. Merci Enzo pour cette présentation. Moi, j'ai pas trop de choses à rajouter, hormis que voilà, laisse-moi entrer, c'est pas bien. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, on va revenir sur notre rapport avec Batman, ce super-héros qui est, avec, je pense, Spider-Man, celui qui est le plus connu, le plus populaire, et le plus aimé aussi. Et le meilleur. Bon, bah, Carrément d'accord. Will, tu veux commencer à prendre la parole, je t'en prie, Will. C'est quoi ton rapport avec Batman, peu importe le médium Alors je t'en prie. écoute, moi je trouve que c'est un personnage qui est passionnant déjà dans les bandes dessinées, Batman, mais encore plus lorsqu'il a été inséré, on y reviendra après, pour le rapport avec le cinéma en général, mais ce qu'on a fait aussi dans le média, que ce soit dans la série animée, ou même dans les films, hein, parce que j'ai grandi avec les films de Burton, et voir Batman représenté de cette façon aussi gothique, ça m'a vraiment profondément marqué, même par rapport à mon rapport au cinéma. Et depuis, on a eu des adaptations qui ont été tellement différentes que je trouve passionnantes, bon, dans le pire comme le meilleur, hein. Et même pour la version sacrifiée de Zack Snyder pour son Justice League qui était horrible, et heureusement on a eu une belle version mais l'année dernière, mais voilà, je trouve que c'est un personnage qui est passionnant, et aussi parce que c'est pas juste un super héros, c'est un personnage qui côtoie en permanence le mal et qui a ce sentiment de vengeance à cause d'un traumatisme puisqu'il a perdu ses parents. Et je trouve justement, parce que là t'en parlais avec Spider-Man, il partage ce rapport, voilà, il faut protéger mon identité secrète, mais pour autant il faut pas que je m'écarte trop aussi de mes valeurs originelles, quoi. Parce que Batman, même si voilà, il revendique être le chevalier noir, c'est aussi un personnage qui a besoin de parler et besoin de revenir à ses origines. Et c'est pour ça qu'il a Alfred en majordome, qui lui permet aussi de garder un petit peu ses bases. Voilà, c'est un personnage passionnant, de toute façon on va en parler, j'ai très hâte. C'est vrai que la comparaison avec Spider-Man sur le rapport avec ses origines, etc., est pertinente aussi, hein. C'est vrai que c'est deux héros qui se ressemblent beaucoup dans le fond. Vince, ton rapport avec ce cher Bruce Wayne Batman? Ouais, ben pour autant que je m'en souvienne, je pense quand j'étais petit, j'ai vu les différents films donc de Burton et les suivants dans les années 90, euh, que j'avais franchement bien aimé. Et puis après, j'ai regardé à peu près toutes les séries d'animation qui passaient le matin, et comme beaucoup d'entre nous, je pense. Et puis, bah, ado, j'ai saigné à peu près tous les comics que j'ai pu trouver sur Batman. Et j'ai un peu joué au jeu Rocksteady. Voilà, ce qui était quand même plutôt des adaptations assez singulières et franchement assez jouissives, en tout cas à prendre en main. Et bah évidemment, enfin je peux pas non plus oublier la trilogie de Christopher Nolan qui m'a pas mal accompagné aussi, et jusqu'aux récentes adaptations de Zack Snyder que j'ai franchement beaucoup aimé également.
Donc Batman, c'est mon super-héros préféré de DC Comics, et peut-être globalement aussi, même si ça discute fort avec Spider-Man. Et voilà, bah c'est un héros que je trouve vraiment passionnant, comme l'a dit Will, qui a vraiment plusieurs facettes et un univers qui permet énormément de raconter énormément de choses intéressantes. Voilà. C'est clair, avec surtout la surdose de méchants qui existe chez Batman, Ah bah ouais, il y a quelque chose à en sacrée faire galerie, ouais. presque indéfiniment presque. Mm. Enzo, ton approche, ton rapport avec Batman. Je vais rebondir justement sur ce que tu as dit et sur ce que Vince avait dit. Moi, j'ai grandi avec les séries télé, les dessins animés, et ce qui me plaisait le plus dedans, c'était Batman, mais surtout les méchants, qui sont excellents. Et je me rappelle de leur chara design qui est superbe. Le Joker dans la série de 2004, j'aime beaucoup son design. J'ai aussi beaucoup joué au jeu. J'étais d'ailleurs, je pense, trop jeune quand j'y jouais, et que je pétais des bras à tour de bras, justement. Du coup, c'est un personnage que j'aime beaucoup. C'est probablement mon héros préféré. Parce qu'il contraste beaucoup avec Spider-Man, parce qu'il est beaucoup plus sombre. On va en reparler après, mais on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre. Et je pense que c'est ça qui me plaisait beaucoup. Jack, ton approche à toi pour Batman, je sais que voilà, t'aimes beaucoup The Dark Knight, hein, t'as jamais cessé de le revendiquer, vas-y, je t'en prie. Encore et toujours. Bah, The Dark Knight, c'est vrai que j'en parle souvent, mais en fait, c'est un film qui est vraiment crucial, à la fois pour mon amour pour Batman, évidemment, mais également pour le cinéma, parce que c'est vraiment dans la période à laquelle je l'ai découvert, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser beaucoup au 7e art. Nolan, de manière générale, est une porte d'entrée pour moi, mais surtout ce film qui a été un déclic, je l'ai découvert assez tardivement. Et c'est vrai que mon rapport à Batman, du coup, il est un peu plus tardif que le vôtre, parce que même si je regardais déjà la Ligue des Justiciers, notamment plus jeune, mon premier vrai choc Batman, c'est The Dark Knight, où vraiment je prends une claque et je me dis que ce mec est génial. Aujourd'hui, ce serait peu de dire que c'est mon super-héros préféré. Il m'a fait du coup commencer les comics. Mon tout premier comics, c'est Killing Joke, et c'est encore aujourd'hui mon comics préféré. Il m'a fait jouer aux jeux vidéo. Je suis pas un gros joueur, mais j'ai pourtant fait tous les jeux Arkham, même Origins. Et évidemment, le Chevalier Noir entretient un rapport au cinéma évident. C'est pas pour rien qu'on a sans cesse en fait des relectures de Batman, et surtout par des réalisateurs aussi différents que Burton, Nolan ou Snyder, chacun avec leur vision des choses. Et c'est un personnage que je trouve passionnant, qui a été pour l'instant en tout cas toujours mis dans des mains, je trouve assez intéressantes. Et puis il y a un truc chez Batman que j'adore et qui fait sans doute que c'est mon super-héros préféré, c'est que c'est un humain, et que malgré qu'il s'élève et qu'il côtoie des dieux constamment, ça reste un humain en fait. Et il y a un rapport à ça, je trouve, qui est plus flagrant que chez Snyder que ailleurs, je trouve, mais quand même qui est là. On sent que c'est un mec qui a des failles, qui douille, qui est dans la douleur. Et voilà, Will l'a très bien dit, hein, mais il y a un rapport à ses origines, à la douleur qu'il porte en lui constamment. C'est des choses qui me fascinent et qui font que c'est clairement mon super-héros préféré. Même si voilà, je vais mentionner Spider-Man, mais Batman est quand même au-dessus. Je tiens à mentionner le fait que tu as complètement oublié les adaptations de Schumacher, ce qui me fait très rire. Non, c'est vrai? Ah oui, non, t'as tout dit comme s'ils n'existaient pas. Schumacher? Je sais pas, je cherche encore. Moi personnellement, mon rapport avec le héros, ça s'est fait avec la série des années 90, qui est une des meilleures séries animées que j'ai vu de ma vie. Je dois avouer que les films de Burton, moi je peux pas. Enfin mais c'est pas pour Burton, parce que quand il filme les méchants, je trouve ça très très bien. C'est parce que Michael Keaton en Batman, pour moi, ça le fait pas. À la limite, je préfère toujours Val Kilmer, même si voilà, Batman Forever, hein, on connaît. Mais je dois avouer que la trilogie de Nolan, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est un monument. C'est quelque chose qui très très difficilement comment dire égalable en termes de construction de la trilogie, même si mon préféré, celui que je préfère revoir, c'est Rises,
c'est celui que je préfère revoir parce que Dark Knight, voilà, c'est une évidence que ce soit le meilleur film de super-héros de tous les temps, si ce n'est l'un des meilleurs. Mais j'aime beaucoup l'adaptation aussi de Snyder, et surtout moi j'ai vraiment grandi avec les jeux Rocksteady que j'ai dû faire 2-3 fois chacun, tellement je suis un grand fan de l'univers qui est proposé, et on va en revenir un peu plus tard sur justement les jeux de Rocksteady dans le conducteur de l'émission. Mais comment vous dire que j'avais une grande hâte pour ce Batman, et que on va revenir plus tard. Je pense que la déception n'est pas là, quoi. Les conclusions, magnifique. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ceci? Non. On va terminer cette section avec justement Will qui nous a préparé une petite bastille sur l'influence des films Batman sur l'industrie hollywoodienne du cinéma, et même sur le genre du super-héros en général. Je t'en prie, Will. Écoute, le personnage de Batman, même si c'est déjà un personnage passionnant par son écriture et ce qu'il dit en fait sur le genre du film de super-héros, ce qui est intéressant, c'est que il y a eu une logique de l'industrie qui a été différente pour deux parties différentes en fait dans l'évolution des films Batman. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une logique très commerciale lorsque Tim Burton il a fait ses films, notamment le premier et Batman Returns, mais on a quand même gardé, en tout cas Burton avait gardé pour son premier film son univers gothique, et pour autant voilà, il devait aussi pallier à une logique économique typiquement des années 90. Il fallait que le film renfloue les caisses, quoi, de l'industrie. Et c'est pourquoi on l'a engagé ensuite pour Batman Returns. Le seul souci, c'est qu'il a refusé en fait de souscrire aux obligations contractuelles, notamment pour le merchandising, en fait pour vendre du jouet, parce que Warner voulait toujours le même succès que le premier Batman, mais il fallait aussi que le film reste bon public. Et bien sûr, Batman Returns, c'est beaucoup plus sombre. On a aussi des personnages terrifiants comme le Pingouin, ce qui fait qu'il s'est fait virer ensuite du projet, et Warner n'en a plus voulu. Et donc on a une logique commerciale qui va complètement s'étendre avec les deux films de Joel Schumacher. On en a parlé succinctement, qui sont pas vraiment appeler ça des réussites. Mais là en fait ça va être une logique toujours vraiment économique et de profit, mais qui va aussi se baser en fait sur une promotion par le jouet. C'est-à-dire que quand on regarde Batman et Robin, alors oui, c'est vrai, c'est déjà un film plus enfantin et on va avoir une multitude de personnages, mais c'est avant tout aussi un film qui est destiné aux enfants et qui est destiné presque à un public beaucoup plus familial. Et alors là, on rompt totalement avec le personnage qui est écrit par Bob Kane. Et non seulement le film, c'est un échec critique, mais malheureusement, c'est pas totalement un échec commercial. On va dire que pour arriver jusqu'au Batman d'aujourd'hui, il y a eu un tournant évidemment avec les films de Christopher Nolan qui ont réussi quelque chose d'assez exceptionnel, parce que il y a eu comme une prise en conscience en fait pour la Warner que la stratégie commerciale qui était adoptée, c'était avant tout d'inclure la fiction dans le réel. Et inclure la fiction dans le réel, c'est-à-dire que pendant la promotion, je prends un exemple de Dark Knight, ils ont commencé à balancer des espèces de faux papiers avec la campagne publicitaire, avec la campagne politique, pardon, du personnage de Harvey Dent pour les élections présidentielles sur Internet. Il y avait également des spots publicitaires avec un Joker qui modifiait les papiers. Bien sûr, on s'en rappelle tous avec l'affiche Why So Curious. Donc, il y avait vraiment un ancrage politique qui rassemblait en fait les gens et qui plaisait, qui a plu concrètement et qui a su parler aux Américains, puisqu'en plus de ça, quand le film est sorti, il y avait les élections présidentielles de 2008 et on était en pleine crise économique avec la crise des subprimes qui affectait énormément les États-Unis. Et donc, The Dark Knight, c'était vraiment une prise de conscience comme quoi, oui, c'était bien de vendre du film, mais il fallait peut-être d'abord plaire au public en lui parlant de choses qu'il connaissait déjà. Et peut-être que non seulement le succès critique serait là, mais en plus de ça, le succès commercial. Et c'est quelque chose qu'on a su retrouver pour Batman et Superman, où tu as même eu
pour le personnage de Lex Luthor, des sortes de vidéos où le personnage fait un petit peu la promotion de son projet allant à l'encontre de celui de Wayne. C'est vraiment cette volonté d'ancrer quelque chose de fictif dans le réel pour parler au spectateur. Et donc ça, on a vraiment quelque chose de complètement différent qui s'est joué entre quelque chose de purement commercial et qui est complètement dénué du réel, et avec les films de Nolan, une approche beaucoup plus contemporaine et qui a su parler par son approche politique, terroriste, sociale, économique, juste exceptionnelle. Et on en a eu la preuve avec aujourd'hui des films comme Joker par exemple, où là DC encourage des films un petit peu plus intimistes, mais qui parlent peut-être davantage aux Américains et à quelque chose de beaucoup plus sociologique. Et aujourd'hui avec The Batman, hein, bien sûr, puisque là, certes, on est toujours sur une approche du divertissement, mais il y a aussi quelque chose de plus personnel, plus intime. Donc voilà, il y a eu vraiment un tournant, et c'est pour ça, je pense qu'aussi beaucoup de gens veulent oublier les films de Schumacher, parce que les films de Schumacher, ça incarne tout l'aspect commercial et tout ce qu'il y a de pire en fait dans l'industrie hollywoodienne. Et c'est maintenant qu'on va passer au moment que vous attendez tous, notre avis sur ce The Batman de Matt Reeves. Police! Hands up! Stay still! Get out of here! The Batman de Matt Reeves raconte l'histoire de Batman. Ça fait 2 ans qu'il officie en tant que chauve-souris de Gotham. C'est alors que un ennemi redoutable fait son apparition, le Riddler, donc c'est l'homme mystère, le Sphinx, enfin il s'appelle par plusieurs noms, va tuer, il me semble que c'est le maire de la ville, Gordon va l'appeler, pour résoudre cette enquête, car cette enquête lui est adressée par des enveloppes destinées au Batman. Ainsi va commencer toute une quête de son passé, du passé de Gotham et du présent de la ville aussi, dans un film à l'ambiance très très sombre. On va faire vite fait un petit tour de table pour avoir nos avis. Vous allez voir qu'ils sont très très variés. Vince, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu as pensé de ce The Batman? Eh ben, j'ai beaucoup aimé. Globalement, je trouve que c'est vraiment un travail technique assez remarquable. Que ce soit la mise en scène de Matt Reeves qui est globalement assez impeccable, la photo de Greg Fraser qui est sublime, et cette approche de visuelle de Gotham qui est encore plus sombre et plus crasseuse qu'on avait vu jusqu'ici. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette nouvelle proposition. Je trouve Robert Pattinson assez impressionnant, et surtout en tant que Batman, parce que finalement son Bruce Wayne on le voit peu. Et je trouve qu'il transmet vraiment les bonnes émotions juste avec son regard. Enfin bref, moi il m'a plutôt bluffé, mais bon, c'est un excellent acteur, hein, c'est pas une nouveauté, à part pour les gens qui se sont arrêtés à Twilight. Et même pour les autres personnages, hein, on en reparlera je pense, mais Catwoman, j'ai vraiment adoré ce qu'a fait le Zoé Kravitz. Et globalement, vraiment un excellent film, je pense un des meilleurs blockbusters qu'on ait eu ces dernières années. Et voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, je crie pas non plus au chef-d'œuvre, mais c'est vraiment excellent pour moi. Enzo, qu'est-ce que tu as pensé de ce The Batman? Il me semble que tu es assez dithyrambique de ce que j'ai pu comprendre en te suivant sur Twitter. J'ai beaucoup aimé le film et j'en fais beaucoup la pub. Hein. Si Warner veut sponsoriser ce podcast, on aimerait bien, ça ne nous dérangerait absolument pas. Virement, non, je vais faire très court parce que il y a déjà un article sur le site, mais je rejoins Vince sur tous les points.
C'est un excellent film. Je trouve Matt Reeves quasiment tout le temps excellent. Mais c'est surtout la photo de Fraser qui est magnifique. Je vais pas aller plus loin. Pattinson est superbe. Il y a des personnages. On va reparler en détail sur les personnages après, mais ils sont quasiment tous excellents. J'ai adoré. Je vous conseille d'aller le voir et j'ai hâte de voir la suite de cet univers, que ce soit les séries ou les suites très probables. Jack. Eh ben écoute, j'ai adoré. En fait, c'est simple. Matt Reeves, il a rendu une copie où il y a vraiment peut-être une virgule, tu vois, où j'ai pas été en adéquation avec ce qui a été proposé. Les attentes étaient stratosphériques, hein, donc vraiment la déception aurait pu l'être tout autant. Mais vraiment, j'ai complètement été impressionné par tout ce qui a été mis en place. Par cette volonté d'ancrer Gotham et puis surtout son protagoniste dans une forme de noirceur absolue. Les inspirations fincheriennes également. Pour moi, c'est passionnant de bout en bout. C'est couillu aussi de sortir un film pareil, aussi marqué et aussi long, parce que ça dure quand même 3 heures. Je dis pas ça péjorativement, mais quand même, je trouve qu'au niveau de la forme, ça a une sacrée gueule et c'est couillu de sortir un blockbuster comme ça, Batman aujourd'hui. Donc pour le coup, j'ai totalement adoré. Et oui, Robert Pattinson est un Batman et un Bruce Wayne totalement convaincant. Donc pour moi, vraiment, je rejoins ce qu'a dit Vince sur le fait que c'est un des meilleurs blockbusters sortis ces dernières années. Et vraiment, si on se limite au genre du super-héros, c'est vraiment dans le haut du panier, hein, Ah oui, sans aucun clairement. doute. Ah bah avec Endgame, hein, évidemment. Évidemment. Et No Way Home, Non. on l'oublie pas. Will, ton avis sur The Batman? Écoute, j'avais beaucoup d'attentes aussi sur le film et je me demandais si c'était possible de poursuivre logiquement en fait l'approche qui avait été faite pour The Joker, tout en gardant l'aspect vraiment marqué de la vision sombre du personnage, parce que visiblement d'après les trailers c'était ce qui était supposé. Et franchement, pour moi c'est aussi une grande réussite. Je trouve que c'est un excellent film de super-héros. On l'a dit, Robert Pattinson pour moi c'est peut-être le point du film qui m'impressionne le plus. Je le trouve juste impérial quoi, dans ce rôle. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, mais il te saisit par l'émotion à chaque regard, à chaque parole. Et en plus de ça, le film contient, je trouve quand même, la relation, on va dire peut-être la meilleure relation entre Catwoman et Batman, quoi. C'est une relation qui est très touchante. Et sans pour autant perdre en fait l'identité des deux personnages, et ça je trouve que c'est très fort. Après voilà, les inspirations de Fincher, moi ça me plaît évidemment beaucoup, que ce soit Seven ou même Zodiac dans cette quête de Batman envers The Riddler. Je trouve que c'est très bien mené, les chorégraphies aussi, hein, c'est très bien fait, et puis visuellement bon, ça claque quoi. Donc techniquement je trouve que c'est assez irréprochable. Après je suis pas trop objectif, c'est que des choses que j'aime. En plus de ça, il y a Michael Giacchino qui a composé parmi les meilleures bandes originales des films Pixar. Et ce type-là, je lui voue une admiration. mais Oh bah non, on peut, vraiment, hein. c'est... Ouais. Ah oui, mais On peut, la musique de ce The Batman est une des meilleures compos globales qui est sortie de ces dernières années aussi. Enfin, en termes de totalité, de changement d'ambiance, de variété dans la bande sonore, enfin, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Ah bah, surtout, tu vois la différence avec ses compositions qu'il a fait pour Marvel. Là, tu vois, il y a un vrai travail de composition qui va fonctionner avec l'ambiance du film, alors que les compos de Marvel, elles sont insignifiantes. Tu les entends même pas des fois dans le film. Ah, c'est clair, c'est clair. Ouais, et puis donc cette musique, elle se manie, elle se lie très bien en plus de ça, tu vois, avec tout l'habillage sonore du film. Et ça, c'est comme tu viens de le dire, Vince, c'est quelque chose que t'as pas du tout dans les films du MCU. Mais en tout cas, moi, ce qui me fait plaisir aussi avec ce film, c'est qu'il y a un engouement général du public qui est vraiment super, quoi. Quand tu regardes sur Twitter et même là, j'ai envie de dire qu'à la fac, moi, il y a des gens autour de moi qui me parlent du film. Je me dis, putain, les gens s'intéressent à The Batman et pas un film Marvel, et ça fait du bien. Ça manque quand même de portail de téléportation. J'aurais préféré un peu plus de portail. Et de blagues à la con. Et de blagues à la con aussi.
Et de scènes post-génériques. Et de scènes post-génériques. C'est Restez pas jusqu'à la fin, vous me faites chier, je suis exploitant, je suis obligé de rester 10 minutes de plus. Moi perso, The Batman, j'ai utilisé le mot que tous les tweetos ont utilisé, qui est chiant, mais c'est une masterclass. C'est un film, alors, ça partait bien et en même temps ça partait mal parce que je déteste les films longs. Donc quand tu me dis qu'il y a un film de 3 heures qui sort au cinéma, je tremble, je suis limite déjà énervé. Mais quand tu me dis que c'est réalisé par Matt Reeves, soit le mec qui a fait les 2 Planètes des singes qui sont dans mon top 100 all-time et Cloverfield qui est dans mon top 100 all-time aussi, je suis un peu plus confiant. Et les bandes annonces ont été là, même si les bandes annonces gâchent quand même quelques petits plans du film qu'on aurait préféré découvrir, parce que c'est vrai qu'en la revoyant après avoir vu le film, on se rend compte que presque tout le film est dedans, en termes de plans, enfin tous les establishing shots, tous les money shots, ouais, c'est ça. sont dans la bande annonce. Ouais, non, et ça c'est un petit peu dommage, surtout même les derniers plans du film sont dans la bande annonce aussi, donc on sait que comme on les a pas vus, le film n'est pas terminé et va partir dans cette direction. Ce que je trouve un peu dommage. Mais The Batman, dans sa totalité, et c'est ça que je trouve formidable, c'est que pendant le film, on se demande où c'est qu'on en est. Peu importe, on a beau être au bout de 30 minutes du film, on se dit, on a l'impression qu'il y a 2 heures qui sont passées tellement le film est tellement complet. Il se passe tellement de choses en si peu de temps. En si peu de temps, il se passe tellement de choses que on est perdu temporellement pendant le film, mais quand les 3 heures se terminent, on se rend compte en fait qu'on en redemande et que c'est passé hyper rapidement. Et pour moi, c'est ça la grande magistrale du film, c'est de réussir à avoir un rythme très lent, très posé, où on raconte beaucoup de choses sans pour autant se faire chier. Au contraire. Et c'est encore mieux au deuxième visionnage, ceci. Mais The Batman, j'ai adoré. J'ai envie de me replonger dans cet univers et découvrir les prochaines séries dérivées et prochains films dérivés de celui-là, en espérant que ce soit toujours Matt Reeves derrière. Et c'est aussi un film qui est très inspiré d'autres médiums liés à The Batman. On parlera plus tard du médium vidéoludique, mais là Jack va nous parler un petit peu du médium comics, des inspirations comics de The Batman. Bon alors, je suis pas sûr d'avoir besoin de vous rappeler que Batman, c'est un héros qui est né sur une planche de bande dessinée. Parce que oui, avant d'être une icône du cinéma, un personnage de jeu vidéo, une mascotte imprimée sur des t-shirts ou sur des verres à moutarde, bah bien sûr, c'est un héros de comics. Et The Batman, comme ses prédécesseurs, puise certaines de ses inspirations dans les aventures sur format papier, et cela bien que on ressente dans le film de Reeves l'envie de faire table rase du passé. Alors justement, faire table rase du passé, c'était l'intention de Frank Miller avec Batman Année 1, qui a énormément inspiré du coup The Batman. C'était également une inspiration capitale de Batman Begins, donc le film de Nolan. Dans ce Batman Année 1, on y suit un Batman qui est tout jeune, qui est tout juste devenu Batman, et l'approche elle est réaliste, elle est terre à terre, et on sent cette Gotham qui est crasseuse et extrêmement violente. Et également, en termes d'origine, on va retrouver eh bien, les inspirations de Batman Terre 1, qui là aussi s'attarde sur les débuts du Chevalier Noir, encore inexpérimenté et bien plus violent qu'à l'accoutumée. Et d'ailleurs, je soupçonne Matt Reeves, même s'il ne l'a pas revendiqué publiquement, d'avoir vraiment repris le Alfred de ce comics-là et de l'avoir foutu dans son film. Cette espèce de Alfred balafré, ex-soldat, qui on l'apprend à former Bruce au combat. C'est typiquement celui de Batman Terrain. On retrouve également côté inspiration réaliste et surtout côté détective le comics monument parmi les monuments Un long Halloween et sa suite Amère Victoire. C'est un récit fleuve où le héros il mène l'enquête et il pose sa loupe sur la corruption de la ville. Donc là c'est l'aspect détective clairement qui a séduit Reeves. C'est une facette élémentaire du personnage parce qu'il s'appelle quand même sur le format papier le plus grand détective du monde. Pour autant dans le film on l'a que peu vu enquêter jusqu'à The Batman justement. Ce qui crève également les yeux dans ce nouveau film, c'est le soin que porte le cinéaste à la psychologie du héros.
Il revendique notamment s'être inspiré de Batman Ego, dans lequel Bruce Wayne frôle la schizophrénie. Et justement, le blockbuster, il s'attarde beaucoup, alors pas au point d'aller jusqu'à la schizophrénie, hein, mais il s'attarde beaucoup sur le mental tourmenté du justicier. Et Reeves n'a de cesse de louer justement la capacité du comics à exposer la dualité qui habite la chauve-souris, une espèce de Dr. Jekyll et Mr. Hyde en fait, cohabitant avec d'autres détraqués en costume. Et enfin, quelques mots sur la cour des hiboux, parce que, mine de rien, il y a quelques réminiscences dans le scénario de Reeves. C'est une aventure très récente dans laquelle le lecteur apprend que Gotham est en réalité aux mains d'une société cachée, et le parallèle, en fait, avec les machinations mises en place dans le scénario du film, ainsi que la place de son protagoniste au milieu de cette gigantesque conspiration, se remarque sans plisser les yeux. On peut également noter, question réminiscence un peu discrète, mais c'est quand même là, eh bien tout simplement l'inspiration, l'influence de Batman Silence, donc une histoire encore une fois complexe et passionnante où toutes les figures connues de Gotham sont de sortie et où le Chevalier Noir est confronté à un ennemi qui lui est intimement lié, on va dire historiquement du coup lié au niveau de sa genèse notamment, et dont le développement radical est similaire au parcours du vilain incarné par Paul Dano. Enfin, vous l'aurez noté, tout ce qui lie ces références papier, c'est clairement l'approche réaliste du super-héros et de son monde, où Bruce Wayne, c'est pas seulement un modèle de justice, c'est aussi un homme agité, hanté par son passé, obsédé et névrosé, voire totalement fêlé. C'est une intention qui est au cœur du blockbuster DC le plus convaincant depuis le dernier film avec Batman en fait. Tu as parlé de Un long Halloween qui sont sortis récemment, il me semble, en animation. Exactement. Ça vaut le coup? Le comics, oui. Les films d'animation sont sympathiques, mais comme souvent avec les adaptations animées d'ici, ça se hisse pas au niveau du comics. C'est bien moins profond, bien moins viscéral. C'est intéressant. Le comics, c'est formidable, hein, par contre. Hein. Ouais, le comics, c'est très très lourd. Mais l'animation, le film d'animation est pas honteux. Mais ça tient pas à la comparaison avec le format d'origine. Ok, mais je pense que l'inspiration vient justement de la scène d'intro qui se passe justement à Halloween, non? C'est où ça n'a rien à voir. Ah bah oui, si, il y a un peu de ça, mais comme je l'ai dit, c'est surtout le côté détective en fait, et puis le fait que tu vois plein de méchants, que tout est lié, surtout ça. Bah justement, tu me dis qu'il y a plein de méchants, mais on va faire un petit tour. Donc on va aller au-delà des personnages, mais on va faire un petit tour des personnages un peu principaux qui sont importants dans le film, en essayant de voir comment ils les iconisent, comment ils sont traités aussi par rapport aux différents films, notre avis sur le traitement, etc. On va aller bien plus large que la simple question des personnages pour traiter aussi de la réal et des scènes qu'ils ont, où ils apparaissent. On va commencer tout de suite avec le grand méchant de ce The Batman. Le Riddler, interprété par Paul Dano. Qui veut parler un petit peu de The Riddler? Qui veut commencer à parler dessus? Will, je t'en prie. Écoute, je garde un souvenir de The Riddler comme Jim Carrey qui fait des blagues dans Batman Forever en envoyant des lettres à Val Kilmer. Il sauve le film aussi après, en faisant son cabotinage, lui. Et comment dire que c'est pas du tout quand même la même approche du personnage qui est bien plus fidèle à celle des comics. Je trouve que Paul Dano, il est évidemment impressionnant. Après, je pense qu'on va tous répéter un peu la même chose, mais il est vraiment très convaincant dans son rôle. Moi, ce que j'aime bien aussi avec l'approche du personnage, c'est qu'on le voit assez rapidement, en tout cas on découvre assez rapidement à quoi il ressemble. On nous dévoile assez rapidement son identité, et Matt Reeves après il va jouer un petit peu sur comment son identité elle est perçue par les yeux de la population en appuyant évidemment sur la sensation de panique et sur la peur, et surtout en fait par le fait de pirater en fait le média, puisqu'après il apparaît principalement soit sur des écrans de téléphone ou sur des écrans tout court. Donc au final on le voit physiquement, certes on le voit intégralement ce personnage, mais on le voit aussi parfois pas nécessairement directement. On a pas mal de plans, notamment toute l'introduction du film, qui vont jouer sur le hors-champ, et je trouve que c'est assez intéressant justement parce qu'on essaye de se dire mais ce personnage-là il ressemble à quoi, ça peut être qui exactement, et pour autant même si on finit par savoir à quoi il ressemble,
Après, il va apparaître avec son masque, sans son masque, ce qui fait que c'est un personnage, et c'est ça qui est assez terrifiant dans le film, puisqu'on va avoir une interview. On va avoir un entretien entre Batman et ce personnage à un moment clé du film. Ça pourrait être n'importe qui. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très réussi dans le film. C'est rendre quelqu'un de fragile, Paul Dano, dans le film, qui incarne d'ailleurs super bien toujours ces personnages qui sont torturés, on l'a vu dans Prisoners, comme n'importe qui en fait au sein de la société de Gotham, qui est animée par des pulsions meurtrières et par son désir de révéler en fait à la population de Gotham les vices cachés et ce qui se trame en fait dans la ville. Et cet antagoniste-là, c'est la personne en question, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et ça, c'est une idée que je trouve super bien exploitée dans tout le film. Et après, en tant qu'antagoniste, pardon, c'est bien traité. Voilà, c'est bon. Évidemment, on a toutes les étapes clés des films Batman. Ça fait aussi penser à la scène de confrontation dans The Dark Knight avec Joker, la fameuse scène en question. Mais c'est pas amené de la même manière. Et en plus de ça, c'est pas un personnage qu'on trouve dans la dernière confrontation, puisque il va créer la menace en n'étant même pas physiquement présent en fait sur le lieu où la menace elle s'anime. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort, parce qu'il constate, même emprisonné, ce qu'il a produit comme dégâts. Et c'est là où tu ressens vraiment toute la folie du personnage. Ça, c'est quelque chose de très moderne, parce que c'est quelque chose qui vient de tous ces attentats terroristes qui sont profétés par des gens qui sont emprisonnés, qui sont quelque part. C'est souvent ceux qui sont pas là qui dirigent justement les attentats, les actes horribles. Et c'est un beau rapport aussi avec l'actualité et ce qu'il y a dessus. Jack, sur The Riddler. Bah déjà, je suis complètement d'accord avec tout ce qu'a dit Will. Pour ma part, grand fan du film Zodiac de David Fincher, mais également du Zodiac de base, hein, de toute l'affaire. Voir une version qui épouse totalement cela, hein, avec le masque, les énigmes. Bon, c'est vrai que le personnage, hein, dès le format papier, il adore poser ses devinettes. Mais là, il y a une version vraiment viscérale, torturée du personnage. Et puis, il y a quelque chose qui est globalement assez notable sur l'ensemble des personnages, Riddler compris, c'est la façon avec laquelle ils sont introduits. Le film introduit ces personnages soit de manière extrêmement naturelle et fluide, soit de manière extrêmement marquée. Batman évidemment, mais le Riddler, sa scène d'intro, il y a des gens dans ma salle qui ont hurlé. Voilà, pour donner le ton, quoi. Enfin, je veux dire, il y a une nana à côté de moi, elle a fait une crise cardiaque, quoi. Moi, j'ai des gosses de 8 ans qui sont sortis de la salle en pleurant dans mon cinéma. Donc, du coup, maintenant, on prévient. Maintenant, on prévient. Bien sûr, mais juste pour dire, voilà, ça reste le Riddler. À la base, c'est un mec en costume vert flashy qui pose ses devinettes à Batman. Ça a changé dans certains comics, hein, mais globalement, c'est ça. Tu dis, ok, j'ai un tueur sanguinaire. En plus, tu sais très bien, ça se voit, tu sais très bien que Matt Reeves, il a beaucoup aimé Paul Dano dans Prisoners. C'est pas exactement le même personnage, mais dans les intentions de jeu et de la direction d'acteur, tu sens qu'on en est quand même pas si loin que ça. Et j'ai adoré. Réinvention du personnage, vous l'avez dit, actualisation totale à la fois des enjeux, mais au niveau également de tout ce qu'il peut représenter. Pour moi, c'est un vrai bon méchant et qui restera, je pense, au panthéon des meilleurs méchants Batman au cinéma, hein, indéniablement. Et il fait un peu penser au Jigsaw Killer de la Totalement. saga Saw aussi, non? Oui, c'est ce que j'allais dire, un peu de John Kramer Exactement. dans le Riddler. En plus, ça rime, c'est cool. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur le Riddler? Vas-y, Enzo. Juste pour revenir sur ce que Jack a dit par rapport à Zodiac, j'aimerais avoir votre avis, parce que je trouve qu'il y a un plan, quand le procureur va se faire poser un collier explosif, il y a un plan qui suit le procureur qui va jusque dans sa voiture, et j'avais l'impression de voir le plan du taxi dans Zodiac. Je sais pas si c'est une référence, un hommage ou mon esprit. Moi, c'est surtout l'atmosphère en fait de nuit qui m'a rappelé, tu vois, Zodiac, et surtout il me semble que c'est le premier assassinat dans le film de Fincher. Je retrouvais vraiment cette peut-être en fait la manière dont il va justement poser la bombe en fait sur le gars en se mettant à l'arrière de la voiture. Tu retrouves exactement le même procédé de tuerie en fait du Zodiac en fait dans le film de Fincher.
Ce côté un peu, je floute l'action, non seulement pour éviter d'être un film interdit moins de 12, enfin un rated R, mais aussi parce que c'est toute la subtilité du Riddler qui est mise en valeur, et tout aussi la discrétion du Riddler. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé avec ce Riddler de Paul Dano, c'est que non seulement il y a ce côté tu es en série hyper intelligent, etc., mais il y a ce côté aussi, c'est le vrai homme mystère, c'est-à-dire qu'il va pas faire que des devinettes, il va faire des énigmes, il va également laisser des petits indices et prévoir ces indices à l'avance, parce qu'on a beaucoup de plans copies entre ce que fait le Riddler et ce que va faire le Batman après, notamment quand il jette l'objet pour la moquette qui est exactement au même endroit, au même moment, ces petits points d'interrogation qui va laisser un petit peu partout, ce qui fait très jeu vidéo Rocksteady également, avec ces enquêtes secondaires qui prennent 50 000 ans parce que je comprends jamais rien. Je les ai pas toutes finies celles-là. Ouais, hein. pareil. Quand t'as fini le jeu à 100% la première fois, après tu y reviens plus. Hein. C'est clair. Mais c'est vraiment un méchant très très important à l'avenir. Bon, on n'est pas du tout comme les gens sur Twitter qui sont en train de le comparer avec Heath Ledger parce que c'est incomparable, mais c'est vraiment quelque chose qui va, je pense, marquer la saga et enfin la franchise Batman au cinéma. Personne d'autre a quelque chose à rajouter sur le Riddler? On va tout de suite passer maintenant au méchant de service, le méchant numéro 2, qui n'est pas vraiment méchant dans le film. Il est un peu ambigu. Je pense qu'on n'a pas la version totale et on l'aura un peu plus avec la série, je pense. Le pingouin, joué par Will Ferrell. Con. Joué par Will de cette émission. Ça aurait été incroyable, mais bon. Par Colin Farrell, joué par Colin Farrell. Le pingouin qui est là directeur ou sous-agent d'une boîte de nuit un peu underground de Gotham, et Will Ferrell, j'allais refaire Colin Farrell qui est ici avec une prothèse assez incroyable. Qui a envie de commencer sur le pingouin? Will, vas-y, qu'est-ce que t'en as pensé du pingouin de Colin Farrell? Moi j'ai bien aimé ce qu'il a fait avec le pingouin, Matt Reeves, déjà parce que tu l'as dit, c'est pas du tout le méchant principal de ce film, et c'est au final même pas vraiment un méchant dans le film, c'est surtout un personnage secondaire. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est plutôt une introduction de personnage, ouais, plutôt dans un univers, et on le rencontre dans le film et il a quand même un rôle clé, mais c'est un personnage qui amène surtout Batman à aller d'une étape à une autre en fait. C'est pas la menace qu'on a pu voir. C'est même pas vraiment une menace, hein. Il est pas vraiment menaçant dans le film. Pas encore. Et j'irais même à dire qu'il apporte des moments comiques dans le film, parce que moi il m'a fait rire. Ah oui. Quand même, et puis sa réaction quand il commence à voir la Batmobile arriver. Ah non, franchement, c'était intéressant. Good cop et bad cop. Et puis belle performance de Colin Farrell. Même sa transformation physique, je trouve qu'elle est assez impressionnante. Ah, il est incroyable. Colin Farrell, je le trouve vraiment incroyable dans le rôle. Il a réussi à passer, pour moi, à surpasser l'interprétation de Vito, qui faisait pour moi un très très bon pingouin. Mais Colin Farrell, pour moi, c'est vraiment l'adaptation, pour l'instant, la plus parfaite au cinéma du pingouin de mon côté. Je pense en parlant du pingouin, on a besoin, je pense, de parler de cette course-poursuite qui est un élément et une des scènes d'action centrales du film. Je vais commencer par Vince sur la course-poursuite parce que ça va être quand même un sujet à débat, je pense. Je t'en prie, Vince. Ben écoute, c'est une course-poursuite qui est assez impressionnante visuellement par son ambiance. C'est extrêmement pluvieux. C'est le chaos total parce que ça se fait à travers une circulation assez dense sur l'autoroute.
Donc il y a pas mal de tension. Enfin, t'as l'impression qu'à tout moment ils vont se crasher en fait. Tu te demandes d'ailleurs comment ils font pour éviter toutes ces bagnoles et tous ces camions. Mais non, mis à part le fait de nous avoir gâché le money shot final dans la bande-annonce. Oh putain. Euh, Parce que du coup, on le sait, on l'attend, et ça fait pas du tout le même effet que si on l'avait jamais Ah, il y a vu. quand même les petits frissons, mais Non, mais ils bien sont sûr, parce moindres. que Ils sont shot moindres. le plan est magnifique. Mais bon, voilà. Mis à part ça, je trouve quand même globalement, elle est très réussie. Juste à certains moments, je dis bien à certains moments, c'est pas du tout sur la globalité. Le découpage, la façon dont s'enchaînent les plans, c'est pas super lisible. Enfin, en tout cas, ça nous perd un petit peu dans la spatialisation. Alors, euh, quelque part, comme la circulation, en fait, dans cette course-poursuite est très frénétique et très chaotique, c'est normal qu'on soit un peu bousculé, on va dire. Mais quand on sait plus où se situe ni le pingouin ni la Batmobile dans tout ce, enfin, sur cette aire d'autoroute, enfin, sur cette portion d'autoroute, c'est un peu problématique. Mais c'est vraiment juste quelques petits instants par-ci par-là. Hein. C'est pas non plus toute la course-poursuite qui est illisible. Jack, je t'en prie. Alors, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Vince. En fait, je trouve que autant l'amorce de la course-poursuite est vraiment prenante. La conclusion avec le fameux plan, c'est vraiment divin, hein, pour le coup, c'est extrêmement symbolique. Par contre, c'est vrai que ce qu'il y a dans l'entre-deux, c'est à revoir. À mon avis, il y a une chose aussi qui fait que c'est pas très digeste, c'est que on remarque que quand même au sein de sa mise en scène, Matt Reeves, il essaye quand même d'être vachement accroché aux choses et notamment aux véhicules. Il multiplie énormément le fameux plan où il colle une caméra à la bagnole en fait, et on voit soit un bout de roue, soit une portière, pour donner ce sentiment vraiment de gravité, de pesanteur et de poids en fait au véhicule. Et faire ça, utiliser ce procédé qui est cool, hein, et en plus c'est assez esthétique, mais faire ça dans une course-poursuite où il y a 15 000 voitures, personnellement, à partir du moment où il y avait les deux camions là qui commençaient à bloquer la route, j'ai plus rien compris. J'ai plus rien compris. Il a fallu que ça se dessoude, enfin que ça explose totalement pour qu'enfin, voilà, je repère qui était qui. Je trouve vraiment qu'à ce moment-là, j'irai pas jusqu'à dire laborieux, mais tu sors un petit peu du truc, en fait, et puis c'est un peu dommage. Par contre, j'applaudis le fait qu'ils aient décidé de faire ça sur une portion d'autoroute où ça circule, parce que non seulement ça montre qu'il y a de la vie, parce que généralement, vous remarquerez que dans les courses-poursuites, généralement, il y a juste le méchant et le gentil, hein. Dans The Dark Knight, ils avaient trouvé l'astuce de virer certaines, enfin vider complètement certaines rues pour qu'il n'y ait plus que le camion et puis le Joker et la Batmoto. Chez Snyder, il me semble que quand il était en Batmobile, ça canardait dans des zones industrielles, donc il n'y avait personne. Là, ils font ça, il y a quand même des bagnoles partout. Alors, à la base, l'intention, elle est couillue. L'exécution n'est pas super réussie, mais néanmoins, il y avait une certaine intention, une certaine volonté. Dans la volonté, il y a un côté Mission Impossible 6, Rouge des Champs-Élysées, avec Tom Cruise Ah sur oui. la moto. Enfin, il y a, Ouais, il y a ouais, cette, clairement, ouais. il y a cette attention-là aussi. Moi, la première fois que je suis sorti de cette scène, enfin voilà, Vince est au courant, on a parlé en privé, il a voulu me défoncer parce que j'ai dit que c'était une leçon de découpage. Et je... Vas-y, dis, insulte-moi, je t'en prie. J'avais envie de te taper. Hein. J'allais te prendre un abonnement chez Afflelou. Hein. Ah bah, avec grand plaisir. Mais j'ai été le revoir du lendemain et c'est vrai que je dois avouer, et justement tout le moment avec les camions qui s'entrecroisent, ce moment-là, bah, c'est l'affaire de 4-5 plans, hein, mais Oui. est un peu fouillis. Ouais, il y a quelques petits instants où tu te dis attends, ils sont où là? Après, Tu te demandes, ouais. pour le mettre au crédit de Matt Reeves, le mec a essayé de tourner ça avec des vraies voitures qui allaient dans le contresens, avec des vrais cascadeurs, Eh bien sûr. Des explosions. avec des vraies explosions également aussi. Là où je pense que c'était compliqué d'avoir un bon plan au bon moment, enfin c'était quelque chose de très Ouais, millimétré. mais tu vois, je me dis, je sais pas, Luan, toi qui l'as vu 2 fois, peut-être tu t'en rappelles mieux, mais peut-être que justement, au lieu d'avoir d'un coup 3-4 plans qui s'enchaînent où on comprend rien, peut-être que genre un plan
zénital ou en tout cas un peu plus aérien où on les voit peut-être circuler entre les voitures, ça aurait été pas mal, tu vois, pour resituer. Ça aurait été, je pense, En fait, peut-être plus efficace. je pense que comme il a tourné vraiment sans rajouter de voiture en CGI ou alors très très peu et en étant en économie d'explosion, je pense, parce que c'est quelque chose je pense que c'est une scène qui a coûté très cher. Il a dû mettre des caméras un petit peu partout, je pense, sur les voitures et sélectionner les meilleurs plans. Et il suffit qu'il y ait une galère sur un des plans, déjà il est plus utilisable. Ah, mais tu peux mettre un drone, tu vois, genre. Ouais, non, je pense qu'il y avait moyen de faire un petit plan zénital, d'en rajouter un pendant la scène, même si je pense pour camoufler les défauts, ça aurait été plus compliqué. En fait, je pense que tourner de nuit avec des effets practical et pour mettre en valeur cette explosion qui va donner un des meilleurs plans du film après, rien que déjà cette voiture qui sort des flammes avec le pingouin qui rigole et qui est traumatisé. Je pense que en fait c'était pas son objectif de rendre cette partie-là de cette scène d'action lisible. Je pense qu'en fait elle sert juste de transition à ce moment de flottement en fait. Mais ce que j'adorais par contre dans cette scène, c'est ce qui l'amorce, c'est ce chant contre chant de 1 minute entre cette putain de Batmobile et ce pingouin. Il y a eu ce moment de jouissance que je n'ai jamais ressenti une seule fois dans un Fast and Furious, c'est le bruit du moteur du voiture. Qui, à ce moment-là, je sais pas, c'est en un plan, il arrive à nous caractériser la Batmobile, ce qui d'habitude est très compliqué à faire, et on a des gens comme Snyder qui arrivent à le faire très rapidement, et des gens qui, je suis désolé Christopher Nolan, qui la Batmobile prend un peu plus de temps à être un personnage. Oui, je t'en prie, Jack, tu voulais rajouter quelque chose? Bah justement, pour rebondir sur ce que tu disais là, j'ai vu des gens faire un parallèle avec Christine à ce moment-là de Carpenter, où la bagnole est vivante et veut buter le pingouin. Et en fait, j'ai fait, mais c'est pas insensé. En fait, c'est carrément ça. C'est la bagnole qui s'allume et Ouais, c'est pas faux, ouais. qui va défoncer le pingouin, quoi, clairement. Et qui sort des flammes. Et il nous fait qui même sort un des flammes, faux qui lui rugit espoir. à la gueule. Il nous fait même un faux espoir parce que la voiture, elle cale. Oui. Après avoir fait vroom vroom, elle cale 1 milliseconde. Et c'est un moment où j'étais en mode merde. Et finalement, c'était jouissif après. Mais ce petit moment, c'est comme... et on en reparlera après, mais il y a plein de moments où Batman, il se prend des poteaux et ça montre qu'il est humain. Mais ça, on va en parler un petit peu plus tard. On va parler justement de son patron, Falcon. Je sais plus comment il s'appelle, son prénom. Carmine Falcon, joué par John Turturro, qui est le patron du coup du pingouin. On va rester très peu dessus, mais c'est quand même un personnage important. Moi, je dois avouer qu'il m'a fait penser à Al Pacino dans Le Parrain. Mais vous qui... bah, physiquement, Ah oui, n'allons pas plus loin que Dans ça. Le Parrain 3, alors. Oui, dans Le Parrain 3, évidemment. Ah bah oui. Dans Le Parrain 3, évidemment. Falcon, qui est un personnage important. Je voulais juste savoir, avant de vous donner la parole, est-ce que dans les comics, c'est aussi le père de Selina Kyle? Non, rien à voir. Non. C'est une réinterprétation. Ok, donc c'était juste pour ajouter un arc à Selina Kyle. Ok. Quelqu'un voulait dire quelque chose sur Falcon? Oui, vas-y Vince, je t'en prie. Ouais, moi globalement, je suis juste très content d'avoir John Turturro en fait dans ce rôle. Dans un bon rôle. Oui. Mais Oui, il est déjà, bon quand même tout court. chez les frères Cohen. Bah ouais. Et puis dans la mini-série The Night Of aussi, Ouais. il est excellent. Non, c'est vraiment super d'avoir un acteur de ce calibre, même dans parce que Falcon, il est important, mais il est pas aussi important que d'autres personnages dans le film. Il a moins de temps d'écran. Et malgré tout, le fait d'avoir John Turturro, enfin tout de suite, il a une présence. Enfin, je crois que la première fois qu'on le voit, c'est quand il débarque dans la boîte de nuit souterraine là. Oui, c'est quand il parle justement à Selina Kyle. Ah, il en impose direct, quoi. Je me suis pas dit, j'ai oublié le John Turturro de Transformers. ou de The Big Lebowski, tu vois. C'est Transformers. Ah bah c'est ma référence pour John Turturro. Jack, tu voulais rajouter quelque chose?
Encore une fois, la manière dont sont présentés les personnages, dont ils s'insèrent dans le récit, je veux dire, c'est d'une efficacité, c'est d'une précision. Et justement, toute cette partie dans la boîte de nuit où à la fois t'as le pingouin qui intervient, t'as Falcon, t'as Catwoman qui se glisse là-dedans et qui finalement est rattaché familialement à tout ça. Enfin, je trouve vraiment que c'est vraiment super bien foutu. Et ça, encore une fois, renforce le sentiment que tout ça vit, qu'il y a une histoire, qu'il y a des relations entre les personnages, que les choses respirent. Et ça fonctionne à mort. Que Gotham a toujours vécu et que les 2 ans où Batman y a été présent sont intégrés dans l'histoire. On sait qu'il y a un passé pour tout le monde. Moi, je dois avouer que pour Falcon, il y a quelque chose qui m'a assez plu, c'est que c'est censé être un antagoniste, un gros enculé en fait. Mais à plusieurs moments, notamment quand il y a Bruce Wayne qui va lui rendre visite et qui est en train de jouer au billard et Bruce Wayne va lui demander ses origines, il y a un côté un peu touchant. C'est un connard mais il reste humain au fond, et même s'il mytho mais complètement. Mais il paraît très sympa. Ouais, c'est ça. Il paraît super cool. Et t'es là, tu fais mais merde. C'est ce que j'ai trouvé hyper intéressant avec limite, Falcon. tu te fais embrouiller, tu te dis attends, peut-être qu'il y a la vérité en fait. En plus, le pire c'est que Bruce Wayne le croit. Donc c'est ça qui est assez passionnant, et voilà, le jeu de John Turturro est super bon. Vous avez quelque chose à rajouter sur Hanzo, je t'en prie? Je trouve que l'idée de mettre Falcon et même de parler de Maroni dans le récit, même si on le voit pas à l'écran, c'est une bonne idée de faire que Batman il affronte des gangsters, la mafia, et ça change d'un Batman qui affronterait Darkseid ou Lex Luthor directement. Non mais ça change, et je trouve que c'est une bonne idée de revenir à ce côté terre à terre. Après, ils étaient quand même déjà un peu présents dans la trilogie de Nolan, dans Begins et un peu dans Dark Knight. Carrément dans Dark Knight, ouais. Ouais, mais ce côté réaliste où tu sais que tu vas pas te taper l'homme debout, là, je sais plus comment il s'appelle. Gueule d'argile. Ouais, Gueule d'argile. Enfin, ce côté où tu sais que t'auras pas un Batman contre Gueule d'argile, même si ça serait assez intéressant quand même de exploiter, même de façon réaliste. Mais ce côté où c'est très un humain qui se tape contre des humains. Ça reste quelque chose de passionnant, surtout quand à côté, à la concurrence ou même dans d'autres films d'ici, on est beaucoup plus dans le fantastique. On va parler tout de suite de sa fille, qui est un assez gros morceau quand même, en plus d'être Zoé Kravitz. Voilà, désolé. On va parler de Selina Kyle, alias Catwoman. Est-ce que je vais commencer sur Catwoman? Vas-y. J'ai évité de parler de de celui de Pitoff, qui reste mon plaisir coupable le plus absolu. Catwoman, ça fait longtemps qu'on la voit. Il y avait Michelle Pfeiffer, qui était la référence à l'époque. Il y a Anna Thaoué qui a jamais réussi à surpasser Pfeiffer, même si elle était elle était une Catwoman très très correcte, même si sous-exploitée. Et là, j'ai eu l'impression que Zoé Kravitz c'était la Catwoman de Anna Thaoué, mais version plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Matt Reeves, il reprend les mêmes traits de caractère, il reprend à peu près les ficelles de narration de Christopher Nolan, notamment sur la relation Catwoman-Batman, et ce côté chapardeuse sans mauvais jeu de mots. Il y a quelque chose d'assez proche avec la version d'Anna Thaoué, même si il y a ce côté bisexuelle, on sait pas trop, est-ce qu'elle charme pour de vrai, est-ce qu'elle est amoureuse, enfin il y a ce côté tromperie qui qu'on retrouvait pas avant, et même ce côté Catwoman plus gentil que d'habitude, quoi. Beaucoup plus gentil que d'habitude, et plus fragile aussi par moments, j'ai l'impression. Quelqu'un veut rebondir sur Will, vas-y, je t'en prie. Ouais, écoute, moi j'aime bien aussi, c'est que, comme tu l'as dit, elle fait un peu penser au personnage de Anna Thaoué dans le film de Nolan, puisque elle a une relation qui est touchante avec Batman, et concrètement elle s'oppose pas vraiment au personnage dans le film, mais pour autant on retrouve quand même le côté joueur et un peu espiègle du personnage
de Tim Burton aussi. Donc c'est un beau mélange de style, je trouve, pour cette Catwoman. Et puis à toutes les scènes où elle apparaît, elle a vraiment une belle prestance. C'est un personnage qui a vraiment une force dans le film et qui complète aussi Batman. Les deux personnages se retrouvent d'ailleurs sur déjà beaucoup de points dans les autres films et sur leurs origines, mais là, voilà, Matt Reeves, il a réussi à rendre la relation touchante et c'est pas évident parce que Catwoman, c'est un personnage qui reste indépendant. Donc comment rendre les deux personnages attachants sans pour autant les rendre dépendants l'un envers l'autre? Il a fait un petit peu le juste milieu, quoi. Vince, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime vraiment beaucoup l'interprétation de Zoé Kravitz, mais c'est surtout en fait cette nouvelle adaptation du personnage qui me fait pas mal penser à certaines versions des jeux Rocksteady, où on retrouve vraiment cette Catwoman voleuse et socialement ancrée dans Gotham comme étant de milieux pauvres. Et contrairement à la Catwoman de Michelle Pfeiffer, qui est absolument iconique et géniale, mais qui était surtout, on va dire, qui sombrait dans la folie après être persécutée par son patron et globalement un monde assez masculin. Là, vraiment, c'est pas la folie qui est exploitée, c'est vraiment juste une Selina Kyle qui essaye de s'en sortir et qui parfois fait comprendre à Batman que en fait si elle vole c'est que elle a pas trop le choix. D'ailleurs elle lui envoie un peu une réflexion à un moment donné où elle lui dit toi ça se voit que t'es riche. Et moi, elle tacle même Bruce Wayne dans la même réplique en disant Bruce oui, Wayne, c'est ça, il sans faut savoir lui que casser la c'est gueule. Bruce Wayne. Ouais. Et pour moi, c'est une adaptation du personnage qui me touche plus et qui me semble plus adapté au monde d'aujourd'hui et au Gotham que voulait représenter Matt Reeves, là où Burton en avait fait un freak de plus dans sa son galerie, bestiaire, ouais. dans son bestiaire. Jack, tu voulais aussi rajouter quelque chose sur Catwoman? Oui, c'est sa sensibilité qui m'a particulièrement touché. Tu sens que voilà, c'est un personnage qui a du vécu, qui a un sale vécu. Je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Vince, hein, dans le fait que voilà, elle est ancrée dans ce monde-là d'un point de vue même social. La performance de Kravitz c'est vraiment pour moi irréprochable. J'ai vu certaines critiques sur la romance qui se fait avec Batman, mais justement j'ai trouvé ça assez intéressant, la manière à la fois dont c'est présenté de manière naturelle, mais également assez physique et presque animale. Finalement, c'est une chauve-souris et c'est un chat, hein. Mais il y a ce côté brutal et brut en fait dans la relation des deux, donc j'ai trouvé ça assez passionnant, également romantique, bizarrement. Il y a quelque chose qui en ressort. Voilà, toujours proche des comics. À ce niveau-là, il y a pas de souci. Mais pour revenir à ce que je disais vraiment au tout départ, c'est cette sensibilité du personnage qui m'a plu. La manière dont elle se faufile un peu partout, dans l'intrigue, mais dans les lieux. Et ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup séduit. Elle a la silhouette parfaite pour le coup. Ouais. En fait, on remarque cet aspect animal que disait Jack dans la scène qui introduit justement Catwoman avec Batman, où avec cette scène de combat qui est au départ une rencontre entre je dirais deux chats qui ont envie de se taper à la gueule pour ensuite aller dans quelque chose d'un peu plus animal en s'attrapant et en allant dans quelque chose d'un peu plus sexuel entre grosses guillemets. C'est une rencontre animale, hein. On a tous vu des documentaires animaliers. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur Catwoman? On va tout de suite passer
aux proches de Bruce Wayne et de Batman. On va parler de Alfred, joué par Andy Serkis, l'acteur fétiche de Matt Reeves, qui est un Alfred beaucoup plus réservé, qu'on voit très très peu, mais qui est tout aussi important. Qui veut commencer sur Monsieur Alfred? Vince, je t'en prie. Ouais, ben, moi je trouve que Alfred, sans être un point décevant du film, c'est un personnage qui est énormément en retrait. Bon, il a une belle scène avec Bruce Wayne dans l'hôpital, mais c'est un Alfred qu'on voit très peu. Et je trouve qu'Andy Serkis a pas du coup grand chose à montrer. C'est pour ça que j'ai pas été particulièrement passionné par cet Alfred, malgré la scène de l'hôpital qui est convaincante. Enfin, j'ai préféré, on s'en parlait de Michael Caine évidemment, j'ai préféré la précédente version avec Jeremy Irons par exemple. Mais bon voilà, c'est perso. Pour moi, je trouve que Jeremy Irons et Andy Serkis, dans la philosophie des personnages, du personnage d'Alfred, sont assez proches par rapport à Michael Caine, qui lui est vraiment le Alfred parfait des animés, Ouais. des comics, etc. Mais je trouve que Jeremy Irons, Andy Serkis en Alfred, même s'il y a quelque chose qui les différencie, notamment ce côté un peu blagueur qui avait beaucoup plus Jeremy Irons que Andy Serkis, qui a l'air d'être un peu plus déprimé. Mais pour moi, c'est deux personnages assez similaires, un peu moins paternels avec Batman. Jack, tu voulais rajouter quelque chose? Bah, en fait, c'est aussi intéressant de voir à quel point dans ce film Batman est isolé, enfin Bruce Wayne est isolé. Alors on y reviendra après sur le cas Bruce Wayne, mais je pense que ça influe directement sur sa relation à Alfred et également sur le fait qu'il soit très peu présent. Parce que déjà dans le film on voit très très peu Bruce Wayne, donc très très peu sa vie intime. Mais là où Michael Caine était vraiment connecté à Christian Bale, et pareil il y avait une vraie alchimie dans les répliques entre Irons et Affleck. Là, on sent que, en fait, ce Bruce Wayne-là, il en a rien à foutre, en fait, d'Alfred. Il en a rien à foutre. Il est dans sa douleur et il lui faut, voilà, de grosses conséquences sur Alfred pour vraiment se reconnecter avec lui. Et on voit que Alfred, de son côté, il est complètement dépassé. Il veut aider, il veut participer. Mais il est exclu. Et je pense que c'est pour ça aussi que le film l'exclut pas mal. Faut parler de cette scène de conséquences aussi juste après. Hein. Ah oui, non mais bien sûr. Mais je pense que justement, il va y avoir un travail de reconnexion donc qui s'amorce déjà dans ce film-là, puisque Bruce se reconnecte au monde, et je dis bien Bruce, et pas Batman. Bruce se reconnecte un petit peu au monde dans ce film-là. Je pense que dans les suites, Alfred aura un rôle bien plus conséquent. Je pense que justement, voilà, ils vont travailler à cette reconnexion et à ce lien qui est très fort entre Alfred et Bruce d'ordinaire, puisque là, on sait en plus que c'est lui qui l'a formé au combat. Voilà, on le sent impliqué, mais c'est vrai que Bruce est tellement ostracisé mentalement que si tu veux, il le laisse pas entrer dans son propre film. Voilà. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, je suis d'accord avec Jack sur le fait que cet Alfred, il essaye d'être plus actif, et notamment il va même participer aux résolutions des énigmes. C'est lui qui trouve la première solution. Ouais, c'est la première. Quand il déchiffre le code. Je crois que c'est ça. Oui, il déchiffre les lettres et c'est Bruce Wayne qui dit on devrait effacer toutes celles-là pour avoir justement le mot drive. Et je trouve ça très intéressant qu'ils prennent parti. Après, je suis pas déçu, mais de toute manière, Andy Serkis, il a pas grand-chose à défendre. On le voit 15 minutes, grand max. Il y a Venom 2 à défendre surtout. Putain, c'est vrai. Oh non! J'avais oublié ça. Non, faut quand même qu'on parle de cette scène, de temps où le temps est complètement chamboulé et où Bruce Wayne n'arrive pas à, entre guillemets, sauver Alfred, même s'il se sauve tout seul, quand même avec ce qui va emmener à la scène de l'hôpital. Mais cette scène où le temps va être étiré, où Bruce Wayne ne va pas pouvoir sauver Alfred. J'ai envie d'en parler parce que c'est une scène qui fait beaucoup réagir aussi. J'ai vu sur les réseaux sociaux comme quoi les gens s'en souviennent. Ah oui, il y a beaucoup de gens qui disent que cette scène est tout particulièrement dantesque.
Vraiment, c'est une des scènes qui ressortent du film. Je pense que si tu fais un top 5 sur Twitter, il est facilement dans le top 3. Bah, c'est une bonne scène, mais je sais pas, je vois pas ce qu'il y a de fou dessus. Parce que par exemple, elle me fait penser, notamment dans son utilisation du montage et donc de la chronologie des événements, à ce qui se passe dans The Dark Knight avec Rachel. Bon là, C'est vrai, j'avais oublié les ça. conséquences sont moins tragiques, évidemment, mais ça faisait un peu penser. Mais bon, ouais, je sais pas, j'irais pas dire que c'est une masterclass non plus. Je suis un peu étonné, mais c'est une bonne Will, tu scène, voulais quoi. rajouter quelque chose? Ouais, bah en fait, moi j'aime bien cette scène parce que je trouve qu'elle est quand même un petit peu représentative de la relation qu'entretient Bruce Wayne avec Alfred sur tout le film. Parce qu'Alfred, il lui dit d'ailleurs en début de film, il considère qu'il est temps pour Bruce et pas pour Batman de prendre ses responsabilités. D'un air de dire qu'en fait, c'est plus tellement à lui de s'occuper de Bruce Wayne parce que c'est plus un enfant. Et que être Batman c'est bien, mais être Bruce Wayne c'est bien aussi et qu'il faudrait commencer à être actif dans la ville de Gotham. Et à ce stade-là dans le film, ce qui arrive à Alfred, c'est un rappel aussi pour le personnage, pour Batman, mais surtout pour Bruce Wayne, que bah, il a aussi une vie en fait sociale et une vie affective qu'il faut sauver. Et il ne faut pas seulement sauver ceux autour de lui, il faut aussi qu'il sauve sa propre vie et la vie de ses proches. Donc on parlait de l'absence d'Alfred. Moi je la trouve justifiée dans le film parce que on est sur un Batman qui est pas encore tout à fait expérimenté, même dans ses méthodes de track. Et Même il dans ses entretient gadgets, une hein. relation. Ouais, bah même dans ses gadgets. Mais tu Oui, vois, il c'est entretient plutôt une. justifié, hein. C'est pour ça que je considère pas ça comme un défaut, mais c'est juste que du Ouais, coup, il n'y a pas énormément de choses à c'est dire sur vrai. Ouais. Alfred, quoi. Après, voilà, pour peu que je l'ai vu, moi je trouve qu'il est très bon, dit Serkis, mais c'est vrai que si on y pense un petit peu, on voit peut-être quoi, 20. Ah, moins, beaucoup Même moins moins que que ça, ça, hein. je pense. Beaucoup moins. Par contre, ce que j'aime beaucoup dans cette scène, c'est que c'est quelque chose que Matt Reeves aime beaucoup faire dans sa filmographie, parce qu'il a fait la même chose, par exemple, dans La planète des chiens de suprématie, avec la mort de Woody Harrelson. Désolé, j'ai spoilé. Je sais que la mort de Woody Harrelson, il y a ce truc aussi temporel qui fait demander au spectateur est-ce qu'il est mort avant ou après la fin du virus. Je sais plus si vous vous en souvenez, mais Je me rappelle pas, non, mais mais il y a ça à la fin, et justement, ça m'avait choqué parce que là où on pensait il était mort avec le virus, finalement, on se rend compte que ça s'est propagé et tous les hommes sont morts. hmm. Donc il y avait ce côté un peu pessimiste, et il refait la même chose, donc c'est vraiment un tic récurrent chez Matt Reeves. On va parler de Gordon un peu plus tard, parce que là on est sur Alfred, on a déjà commencé un petit peu à parler de Bruce Wayne. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce Bruce Wayne qui est tout aussi présent que Alfred, c'est-à-dire très peu? Ce qui est... Il est moins playboy déjà. Ah Ouais, bah ça oui. c'est pas plus mal par contre, hein. Parce que quand par exemple il va rendre visite au pingouin dans la boîte de nuit, enfin il est dégueulasse, limite on voit qu'il sue, qu'il est en stress, qu'il est pas bien. Euh, Il revient de Good Times pour ça. Clairement. Non, c'est un Batman enfin c'est un Bruce Wayne qui est moins playboy, qui est moins présent aussi, mais après j'ai envie de dire tant mieux, parce que c'est j'adore cette représentation de Bruce Wayne et de Batman par Pattinson, mais je dois avouer que je préfère voir Pattinson dans le costume que à l'extérieur. Ce côté un peu emo, Kurt Cobain, etc. Je trouve qu'il marche très très bien en 20 minutes sur 3 heures, mais s'il y aurait le même temps d'apparition d'écran que Christian Bale en Bruce Wayne, pour moi ça marcherait pas du tout. Ce serait plutôt parodique, caricatural. Vince, tu... Ben ouais, t'as complètement raison et ça fait écho à ce que dit le Riddler, c'est que en fait quand il est sous son costume et sous son masque, ben c'est sa vraie identité, c'est le vrai lui. Donc finalement
voir Bruce Wayne, qui est un petit peu son vrai masque, qu'il utilise que pour des événements sociaux, bah c'est moins intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, mais c'est moins intéressant que de le voir sous le costume de Batman. On va parler tout de suite de l'allié de Batman, quelqu'un qui est beaucoup plus présent dans le film. On va parler de Jim Gordon, interprété par Jeffrey Wright, qui ça fait plaisir de voir dans un rôle aussi important et aussi bien mis en valeur que Jim Gordon, qui est loin de la version de Gary Oldman. Et de J.K. Simmons, qui était plus une apparition plus qu'un personnage. Qu'est-ce que vous avez pensé de Jeffrey Wright en Gordon et de son utilisation, Jack? Comme pour tous les autres personnages, et je vais encore me répéter, mais il apparaît et c'est Jim Gordon, quoi. Il lui faut une réplique et c'est Gordon à l'écran. Ça fonctionne énormément. De base, c'est un acteur, moi, que j'apprécie personnellement beaucoup parce que Westworld, déjà, Ouais, je trouve très qu'il a clairement. Il joue et trop ouais, bien. voilà, James Bond. James Bond aussi, mais je veux Oui, dire vraiment Ah, mais dans Bernard, dans Westworld, Westworld. il explose dans Westworld, il est ah, incroyable. clairement. Et je trouve qu'il fait un Gordon vraiment très convaincant et très impliqué. Et tu sens vraiment voilà, qu'il y a un truc avec Batman. La relation avec Batman dans le film est très intéressante. Parce que à la fois, il lui reproche en lui disant ouais, mais je vous connais pas, etc. Mais il a tellement un sentiment de justice en lui qu'en fait, il va le laisser accéder aux scènes de crime. Il va mener l'enquête avec lui dans les sous-sols et tout. Et puis quand on a l'impression qu'en fait, ça y est, c'est cassé avec Gordon quand ils sont au commissariat, qu'il y a 150 000 flics et qu'il dit là, vous êtes allé trop loin. Même à ce moment-là, il se dit putain, c'est lui mon seul espoir en fait dans cette ville pour virer le chaos. Donc il va l'aider à ce moment-là. Et pour moi, ça fonctionne à mort et j'ai hâte de voir comment ça va se développer par la suite. Enfin, vraiment, je pense que ça va être génial. Je vais rebondir également sur une critique que j'ai vue de gens qui disaient, notamment avec les policiers, comme quoi, ouais, Batman il est là depuis 2 ans et donc les policiers le tolèrent pas encore sur les scènes de crime. En fait, c'est pas parce que Batman existe depuis 2 ans qu'en fait il collabore avec la police depuis 2 ans et que Gordon le laisse venir sur les scènes de crime depuis 2 ans. Ça se trouve, ça fait 2 semaines en fait que Batman Non, il le et dit, c'est la Gordon première fois. se Il parlent. le dit, c'est la première fois hein, Ouais, c'est assez Ah mais récent, voilà. assez nouveau. Hein. c'est Donc parce en que fait, les lettres sont adressées au Batman, donc il trouvait ça pertinent de le ramener, quoi. et voilà, mais c'est normal qu'il y ait encore une réticence du coup des autorités quand à laisser un mec déguisé en chauve-souris venir sur les scènes de crime. Donc voilà. Mais du coup, oui, c'est vrai que c'est super intéressant parce que ça m'a même surpris au début de voir en fait Batman sur la scène de crime arriver tranquillement. Alors, sous l'œil un peu étonné, suspicieux de certains policiers, évidemment, mais là où d'habitude, enfin, c'est pas la première fois qu'on voit Batman et Gordon enquêter ensemble sur une scène de crime, mais habituellement ils faisaient ça plutôt secrètement. Enfin, en tout cas, il y avait pas d'autres policiers ou très peu d'entre eux qui étaient au courant que Batman venait en fait. Et là, il vient, c'est open bar, hein, tout le monde le voit. Hein. Et donc je trouve que c'est assez intéressant dans ce sens-là. Le duo fonctionne vraiment bien. Moi, ça m'a pas mal fait penser au duo de Seven, en fait, où bah, t'as le vieux flic chevronné en Jim Gordon qui fait penser du coup à Morgan Freeman, et bah, le jeune détective un peu fougueux, limite borderline, qu'incarnait Brad Pitt. Et donc là, on a Batman dans ce rôle-là, en plus extrême, évidemment. Mais la dynamique était vraiment sympa. Et ouais, j'ai vraiment bien aimé, effectivement, comme tu l'as dit, Jack, en fait, même si c'est, je crois, que la première fois, en tout cas au cinéma, hein, qu'on voit un Gordon euh, incarné par un acteur afro-américain, ben, Ça malgré le choque fait pas. qu'au... Hein? Ça choque pas, en fait. Ça choque pas du tout, alors qu'on avait d'habitude, on avait l'habitude de voir un vieux blanc moustachu. Ouais. Là, ça choque pas du tout, et en 2 plans, une réplique, c'est direct Gordon, quoi. Il y a pas de question à se poser, et ça, c'est assez génial. Et Ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai récemment vu les deux animés. Bon, j'ai pas lu les comics, mais
de The Dark Knight Returns, partie 1 et 2, et je trouve que la relation Batman-Gordon, même si elle se passe dans l'animé et dans les comics 50 ans après, je trouve qu'au fur et à mesure des films et de l'univers, on peut arriver à ce genre de relation où Gordon connaît l'identité de Batman et où une relation de confiance suite à plusieurs enquêtes ensemble, etc. peut arriver. Hein. Je pense qu'on peut vraiment arriver sur ça parce que je trouve que la relation est très très similaire à ce qui peut rassembler à dans 50 ans, étant donné que les deux semblent étant donné que Batman, enfin Bruce Wayne, semble plus proche de Gordon qu'il est de Alfred. Oui, tout à fait. Enfin, tu vois qu'il y a une confiance entre eux qui s'établit très naturellement. Et ouais, c'est ça qui plaît avec Gordon, c'est que tu comprends que bon bah oui, il faut quand même rester du bon côté de la loi, mais il n'hésite pas à collaborer avec un justicier masqué pour régler les problèmes de la ville. Et ce Gordon est vraiment très cool, même si c'est une interprétation moins émouvante que celle de Gary Oldman, où on avait, je pense, un point de vue un peu plus personnel avec sa vie familiale, etc. Mais du coup, peut-être qu'on l'aura dans les suites aussi, hein, on verra, mais c'est vraiment une très très bonne version de Gordon, je trouve. Quelqu'un avait quelque chose à rajouter sur Gordon? Will, je t'en prie. Ouais. J'ai bien aimé cette approche du personnage. C'est vrai que ça rappelle celle aussi même du film de Nolan, tout en étant assez différent. Et je pense en particulier à une scène où en fait Gordon il commence à dire à Batman qu'en fait il l'a jamais vu vraiment et qu'il faudrait, je sais pas, peut-être qu'un jour il le voit. Et ensuite, il se rétracte et lui dit mais après, c'est pas grave, hein, on peut continuer quand même de bosser ensemble. Et c'est ce genre de réplique qui, je trouve, rend le personnage vraiment attachant. Parce qu'il est tellement impuissant face à ce qu'il a devant lui qu'en fait, il serait prêt à tout pour régler les problèmes. Mais en plus de ça, il fait confiance aussi à Batman, puisque même s'il l'a jamais vu et il le connaît simplement qu'en tant que figure super héroïque, quoi, il lui fait entièrement confiance. C'est un beau personnage. Voilà, c'est très bien mené. Et ouais, Jeffrey Wright, il jouait déjà super bien dans la série Westworld, alors qu'il jouait un personnage qui était plutôt mutique et qui parlait pas autant et qui avait pas du tout le même rôle. Et là, il le joue tout aussi bien, alors que pourtant c'est Gordon. Et pour terminer, on va évidemment parler du héros principal, celui dont le titre est adressé. On va parler de Batman, donc l'alter ego de Bruce Wayne, le Hyde le Hyde de Bruce Wayne, parce que pour moi c'est vraiment une version Dr. Jekyll et Mr. Hyde dans ce film, parce que je trouve que le côté violent du Batman est complètement aux antipodes du côté un peu doux, déprimé de Bruce Wayne. Un Batman que j'ai beaucoup aimé et qui est détesté par justement tous les brigands de Gotham, parce que ils savent jamais où il est, parce que c'est vraiment le héros de l'ombre, et c'est très très bien raconté dans cette intro. Quelqu'un veut rétorquer, veut rebondir? Jack, je t'en prie. Deux choses sur lesquelles je voulais surtout revenir avec cette version de Batman. Donc du coup, je vais faire la liaison avec ce que tu viens de dire. Batman est illustré comme un méchant de film d'horreur. Quelle idée de génie. Oh putain, ça c'est fabuleux. Vraiment, c'est génial en fait de créer toute une intro où déjà premièrement, tu fais monter la tension. Voilà, tu as ton héros qui te parle en voix off, mais tu retardes quand même le moment où il va enfin apparaître. Avec cette musique de Giacchino. Oh putain. Il y avait un peu de ça au début de Batman v Superman. Oui, c'est vrai. Il apparaît en tant que monstre tapis dans le noir, où t'as l'impression que c'est lui la menace, et en fait non. Il dit tapis dans l'ombre dans l'intro. Il dit tapis dans l'ombre. mais c'est vrai que pour le coup, Ben Affleck avait beaucoup plus ce côté bestial. On sentait que c'était vraiment une espèce de monstre. Là, pour le coup, tu sens plus C'est pas parce que c'est Pattinson, mais vampire quoi. Ouais, le vampire, C'est Dracula qui sort de l'ombre, ouais, sans se faire à tout. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai plus le nom de ces méchants style Michael Myers. Les slashers. Les boogeyman. Les slashers, ouais. Les boogeyman, ouais. Exactement.
Et donc du coup, ça, il y a vraiment ce côté-là. Et puis marquer la chose avec le pas lourd qui martèle le truc où tu te dis mais attends, mais c'est à moitié robotique, qu'est-ce qui se passe? Le truc il fait 400 kilos. Enfin, c'est génial. Et puis tout de suite instaurer cette ambiance, ce climat dans Gotham où les mecs ils ont peur du noir, peur de l'ombre. Ça fonctionne à mort en fait. Ça fonctionne à mort pour l'iconographie du personnage, pour ce qu'il peut représenter, et puis également parce que même si voilà, c'est vrai que Snyder avait déjà épousé un peu ce côté euh, nocturne, mais surtout qui fait peur de Batman. Là, c'est tellement épousé à 2000% que pour moi, ça a fonctionné à mort. La proposition est 100% validée. Et le deuxième truc sur lequel je voulais absolument revenir, que j'ai un peu esquissé quand je parlais des comics, c'est le côté détective en fait. On a vraiment un Batman qui aime se battre. On sent que voilà, s'il peut foutre deux trois patates, il est content. Mais avant tout, Nous avant aussi. tout, il vient sur les scènes de crime, il enquête, il réfléchit. On avait ça un petit peu dans les films précédents. Il y avait un petit peu ça dans The Dark Knight, mais globalement dans les films précédents, il se posait devant son ordi, il faisait deux clics et puis l'enquête était pliée, quoi, tu vois. C'était terminé. Là, le mec, il réfléchit. Alors bien sûr, le fait que ce soit l'homme mystère et qu'il y ait des énigmes, ça aide. Mais tu vois que le mec, voilà, il fait de l'investigation, il traîne, il prend son temps. Et Et c'est j'aime pour beaucoup ça, la face. Ouais, c'est vas-y. pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont plaints en disant les énigmes ils sont trop faciles. Et parce qu'en fait tout le monde a été habitué à Bruce Wayne qui regarde sur son PC, qui a la réponse en 2 minutes et puis basta. Et oui, Et, voilà. et parce qu'en fait finalement les énigmes sont pas si faciles que ça dans la Non, temporalité du clairement film. pas. Le truc il passe sur 4 jours. Enfin en 4 Ah, jours, bien sûr. enfin ça me paraît cohérent C'est-à-dire que par exemple, quand il y a Alfred qui a déchiffré un truc, bah, il l'a pas fait en 5 minutes probablement. Ça a dû lui prendre au moins des heures, quoi. Ouais Donc, c'est ça. Ah bah puis Tu... ça se sent. mm. Jack, désolé je t'ai coupé. Non, non, t'inquiète. Non, puis ouais, du coup, je parlais de ce côté détective où vraiment il prend le temps et je disais, j'adore en fait justement cette scène où il arrive sur la première scène du crime, donc du maire, et où tu vois qu'il réfléchit. Il se place à des endroits, il regarde et ça va avec la lenteur globale du film, hein, mais tu sens voilà dans la mise en scène, dans la direction d'acteur qu'il prend son temps, il réfléchit, il se passe des trucs dans sa tête, tu vois. Et ce côté détective du personnage, qui encore une fois est embrassé à 100 000%, rappelons-le, hein, c'est censé être le plus grand détective du monde. Alors il est peut-être pas encore hein, dans The Batman, mais en tout cas c'est censé le devenir. J'ai adoré. En fait, j'ai trouvé ça tellement intéressant, tellement neuf au cinéma. Ça m'a passionné. Et en termes de mise en scène, je trouve l'ajout de cette lentille assez ingénieuse. Oui. Ouais. Vince, tu voulais réagir. Oui, ben effectivement, le fait d'avoir ce Batman détective, c'est, je pense, le point principal le plus réjouissant du film, c'est que du coup, on n'a pas vraiment un film de super-héros ni un film d'action, même s'il y en a. C'est un pur film d'enquête et tu sens que c'est jamais un film qui est écrasé par un cahier des charges où l'histoire essaye de créer artificiellement des scènes d'action parce qu'il faut qu'il y en ait. C'est-à-dire que s'il y a des scènes d'action, elles sont là parce que bah, la situation l'exige, mais c'est jamais l'objectif numéro un. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans le climax, dont j'ai vu passer certaines critiques où les gens disaient que c'était un peu mou ou je sais pas quoi, ou pas assez grandiloquent. Mais oui, effectivement, mais c'est là où je trouve que c'est un choix d'auteur assez audacieux, c'est que c'est assez anti-spectaculaire. Alors, Ça n'a jamais il y a de été, l'action. ça n'a jamais été vraiment les climax finaux n'ont jamais été si grandiloquents que ça chez Matt Reeves. Et même la planète des Oui, singes, quand tu vois tout ce qui t'installe, finalement en fait, c'est presque anticlimatique. C'est final, c'est très face à face, un humain contre un autre, plutôt que deux grandes armées ou de grandes envolées d'action. Et c'est ça qu'il y a remis dans The Batman et que je trouve vraiment intéressant aussi. exactement. Et donc pour moi, c'est un choix d'auteur que je trouve intéressant et respectable, en tout cas, de pas se laisser porter par un quelconque cahier des charges ou une certaine convention du genre qu'on voit dans toutes les productions de ces dernières années. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est vraiment le fait que ce soit l'enquête qui rythme tout le film qui m'a le plus intéressé. Enfin, moi j'ai pas vu passer les 3 heures grâce à ça, parce que l'enquête arrivait à me tenir en fait.
juste pour terminer, simplement sur le cheminement aussi de Batman. Il commence comme un vigilante ultra violent. Et en fait, il termine réellement en étant Batman, le héros, le leader, qui va sauver tous les habitants, la mère, l'enfant. Et je trouve ça bien aussi tous les rapports qu'il a avec ce petit garçon, le fils du maire là, qui a vu le cadavre de son père. Il y a vraiment un rapport où il se voit lui-même, et je trouve ça bien qu'il finit par briser le cycle de la violence en fin de film. Tu m'as dit qu'on pouvait spoiler. En fait, il devient Batman. Il devient Batman, il devient le héros que dans les dernières minutes, et j'ai trouvé ça formidable, et ça me hype encore plus pour les suites. Au début du film, c'est la nuit, et à la fin, ça devient la lumière. Avec encore un money shot qu'on nous a spoilé. Putain. Ah, bordel. Sinon, juste pour revenir sur ce petit gamin, puisqu'on va petit à petit avancer dans les spéculations très vite fait, est-ce que ce petit gamin peut être le Robin de cette trilogie ou de cet univers? J'y ai plusieurs fois pensé. J'y ai plusieurs fois pensé parce que je me dis que ça serait assez pertinent, même si le Batman ou le Bruce Wayne semble trop jeune pour ça. Eh oui, il est là le frein en fait. C'est que, ouais, mais est-ce qu'il va pas réinterpréter l'histoire pour que ça soit justement Alfred qui forme Robin? Non, mais peu importe. Moi, je pense que Matt Reeves, il est pas vraiment intéressé à faire des clins d'œil comme ça. C'est le genre de truc que les réalisateurs de Marvel font, hein, honnêtement. Peut-être trop facile, hein. Mais justement, mais en fait, pour moi, c'est pas vraiment un clin d'œil si ça le fait, hein. Ouais, il y a rien qui peut nous faire penser à ça. C'est juste qu'en fait, il met tellement l'accent sur ce petit enfant, ce qui est habituel chez Matt Reeves, parce que voilà, il y a la petite fille dans la planète des singes 3, enfin, il aime bien placer des personnages d'enfants, mais je sais pas, je trouve que pareil, on parlait tout à l'heure de l'introduction des personnages, etc. Je trouve que c'est assez subtil, que ça pourrait l'être peut-être plus tard, parce qu'il prévoit de faire des séries, etc. Peut-être. C'est pas impossible, mais je pense que vraiment je pense qu'il a plutôt juste envisagé comme étant une parabole de Bruce Wayne enfant, en fait. Mais... Ouais, oui, non, ça se peut. Et puis ça participe aussi à l'introspection du personnage qui se rappelle son enfance, quoi. Enzo, tu voulais rajouter quelque chose? Ça correspond pas non plus niveau âge, mais ça me déplairait pas si le Robin, ce serait... vous voyez cet ado qui a la moitié du visage peinte tout au début du film, lors de la baston dans le métro? Ouais. Ça me dérangerait pas si cet ado, ce serait Robin. Parce qu'il y a Batman qui le laisse s'enfuir, il lui a donné une seconde chance, et il y aurait un petit côté qui me plairait beaucoup. C'est pas si bête, ouais. Ça m'étonnerait que ce soit ça, parce que ça colle pas du tout niveau âge, niveau... Ouais, mais après, voilà... Niveau âge... Niveau âge, niveau âge et couleur de peau, etc. Enfin, Matrix, je pense qu'ils sont bas les couilles dans The Batman. Mais voilà. Quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur le personnage de Batman? Oui, Vince? Ouais, moi j'ai une question à vous poser parce que ça m'a un peu travaillé. Mais en fait, je trouve que le Batman de Robert Pattinson et le Batman de Ben Affleck sont assez similaires, et limite je me demande, alors c'est drôle en plus quand on repense au contexte de production, si Ben Affleck serait pas la version plus vieille de... Ouais, parce que à la fin du film là, Robert Pattinson il a vraiment de l'espoir, il croit en Gotham et en ce qu'il peut faire pour la ville, et je me demande si justement la version de Ben Affleck, c'est pas genre 15-20 ans plus tard, en mode il a tout essayé et ça change rien, et voilà, quoi. Ça aurait pu être possible que ça soit après quel cachet, non, mais Gordon ne peut pas changer de couleur de peau, hein, Vince. non, mais je l'envisageais pas comme ça, mais juste plus spirituellement, je trouve que les deux personnages peuvent être reliés de cette façon. Oui, non, c'est la suite logique. C'est vrai que non, c'est deux personnages très proches. On va passer très très vite fait sur l'influence des jeux Rocksteady, parce que c'est vrai que dans tout ce côté un peu monde ouvert, hein, on va passer du Pingouin au Riddler à Falcon, à Catwoman, ce côté aussi homme mystère qui fait des quêtes secondaires ou des quêtes principales avec des énigmes qui sont chiantes à résoudre, ou tout ce côté aussi vas-y, je suis un Batman, j'ai envie de me péter la gueule, je vais aller à côté dans la discothèque et je vais faire
j'ai pété la gueule des PNJ qui sont devant la discothèque ou des gens qu'on voit dans le métro au début. Enfin, Matt Reeves, je pense qu'il a beaucoup joué à la trilogie de Rocksteady des Batman Arkham, qui est une très très grande trilogie de jeux vidéo et des très grands jeux. Est-ce que pour vous l'influence des jeux Rocksteady va aller encore plus loin que ça dans les suites? On peut déjà rentrer dans la spéculation, notamment avec le Joker qu'on voit dans le film. Qui veut prendre la parole? Enzo, je t'en prie. L'influence, tu l'as dit, on la retrouve déjà dans le film. Il y a 2 types de scènes de combat dans les jeux Rocksteady. Et les 2 types, on les retrouve dans le film. Par exemple, la scène de combat dans le métro. Et le climax final, c'est les scènes d'infiltration où il essaye de défoncer tout le monde discrètement. Et on sait tous que ça tourne jamais comme ça. Et... Ce côté combo et combo brisé aussi. Ce côté où tu réussis un combo et t'as quelqu'un qui va un fusil à pompe de derrière. Pour le coup, je sais pas si l'inspiration va aller plus loin de ça. Pour moi aussi, hein. Franchement, à chaque fois, j'ai l'impression de voir le jeu vidéo en film, ça me... Au niveau de l'ambiance, ça m'en fout. Au niveau de l'ambiance de Gotham. C'est marrant, moi, j'ai plus ressenti ça avec ce que faisait Snyder. Genre, par exemple, la scène de l'entrepôt, là, pour moi, c'est typical pour le jeu Arkham. Beaucoup plus que ce qu'a fait Après, ouais, je sais pas. Et puis même sur la carrure, le Batman d'Affleck en soi, il fait plus penser, tu vois. Oui, mais au niveau de la façon de se battre et tout, j'ai l'impression que c'est vraiment les mêmes combos que dans le jeu, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que le Batman de Affleck, qui est notamment cette scène de l'entrepôt, il paraît surpuissant. Il paraît vraiment... dans le jeu, pardon, mais... Oui, non, mais je sais, mais le jeu, c'est que, comme je te dis, il y a l'aspect combo, l'aspect tu t'enchaînes 7 coups et finalement t'as un connard qui derrière toi va te foutre une pêche et tu vas te faire tituber et tu vas reprendre. Et pour moi, je trouve qu'il y a ça, surtout qu'il y a tout cet aspect jeu avec les câblages qui fait penser à aussi une mission il me semble, Asylum, où ils sont tous sur des câbles pour descendre. Et donc du coup il les fait passer par au-dessus la rambarde et donc du coup t'as une sorte de... Dès qu'il a fait 5 coups, il arrive à faire une prise et les envoyer très très loin. Et même ce côté Batmobile, course-poursuite, vas-y je me prends des pierres sur le chemin, je suis une ligne droite, je suis un méchant. Je sais pas, moi j'ai vraiment, quand je vois The Batman et quand j'ai revu The Batman, j'ai vraiment l'impression d'être dans l'ambiance du jeu. Dans l'ambiance un peu open world, etc. Et ça me donne envie d'y rejouer. Par rapport à Gotham, oui, ça je suis d'accord. Oui, totalement. Ça introduit des personnages et on sait déjà qu'il va les réutiliser plus tard, quoi. On va terminer cet épisode spécial sur The Batman avec nos petites spéculations, nos petites théories. Je sais qu'on a déjà commencé à en dire quelques-unes, mais je sais qu'il y a beaucoup de choses qui courent, de rumeurs sur les internets et même... de rumeurs tout court sur le film. Qui veut commencer? Peut-être parler de la cour des hiboux, tu l'avais déjà dit, Monsieur Jack, et je t'en prie. Alors, oui, la cour des hiboux, c'est une inspiration, à mon sens, du film sur pas mal de points. Il y a pas mal de rumeurs comme quoi il voudrait l'adapter pour la suite, et même Robert Pattinson l'a souligné. À mon sens, toutefois, pour la cour des hiboux, ils ont déjà grillé la cartouche. En fait, le film The Batman ressemble déjà tellement à la cour des hiboux sous certains aspects que ça ferait redite en fait. Qu'on se rende compte que à nouveau Gotham est contrôlé, parce que là il y a déjà tout ce truc de machination, en fait Gotham est réellement contrôlé par une société secrète, je mets des guillemets mais c'est la mafia quoi. S'ils refont le même scénario, ça voudrait dire qu'en fait la société secrète est elle-même contrôlée par une autre société secrète, enfin c'est un peu too much. Ouais, pour moi ça serait un peu redondant d'exploiter ça. Ouais, en fait, pour moi, ils ont déjà grillé la cartouche pour la cour des hiboux. Pour moi, ils s'en sont déjà trop inspirés. Enzo. Et de toute manière, si vous voulez voir une belle adaptation de la cour des hiboux, Gotham, la série, l'a faite dans sa saison 4, je crois. Et c'est pas dégueulasse. Tu nous parles vraiment de Gotham? Saison 4? Je crois, mais c'est... Non, la 4, je crois. C'est après... parce que moi, je sais plus si j'ai terminé la saison 4 ou si je me suis arrêté en cours de route, mais... C'est pas la 5, parce que la 5, c'est Bane. Donc je crois que c'est la 4. Ouais, en tout cas, je suis pas allé à la saison 5, mais... J'ai même pas passé au-dessus de la saison 1, moi. Moi, j'ai pas passé le premier épisode. C'est ça, voilà. Vous avez vu la série ou pas sur Pennyworth? Ah non, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu encore. Non, clairement pas. Tout le monde s'en branle. Ouais, personne. Moi, le premier. Il y a 2 saisons.
Au niveau du Joker, je sais qu'il y a pas, Matt Reeves a un peu répondu à la question et je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il dit ou si c'est faux, mais en tout cas Jack a une petite théorie dessus. Je t'en prie. Théorie, oui et non. C'est surtout que je voulais rebondir justement sur ce que tu sous-entendais. C'est-à-dire que ils ont placé le Joker dans le film. Hmm. Pour moi, c'est indéniable que c'est lui. Hein. Ah oui. Oui, À non, la limite, on c'est. pouvait se méfier un petit peu au début du maquillage et tout, mais le rire à la fin, enfin, ce serait débile de Mais filer oui, Il ça. parle d'un d'un clown, il parle d'un ouais. clown en plus. Ouais, On parle du clown. non, zéro doute là-dessus. Au début, j'ai trouvé la scène un peu trop marvelienne, dans le mauvais sens du terme, bien évidemment. Je me suis dit, putain, on n'a pas besoin de ça. Le teasing un peu chiant et tout. Mais en fait, quand j'ai eu l'explication de Matt Reeves derrière qui disait, bah ouais, en fait, il est là, mais ça se trouve, il reviendra pas. Et c'est juste, en fait, encore une fois, dans cet esprit de montrer que l'univers vit, il y a des choses, il y a déjà des monstres qui sont enfermés à Arkham et tout. Je me dis, ok, de ce point de vue-là, c'est cool. Mais il faut qu'il porte ses couilles jusqu'au bout. Est-ce qu'il a dit que le Joker ne reviendrait pas parce que pour calmer les rumeurs Il a pas dit ça. Il a dit il pourrait revenir, mais ça sera jamais un rôle important. Il a ouais. dit jamais un rôle important. Il a dit que ça serait pas genre un rôle important, ça serait pas, tu vois, genre le grand méchant du film. Ça serait un peu genre comme ouais. le pingouin dans The Batman. Moi, je Bah, il pensais a qu'il avait peut-être dit rêvé, qu'il s'en servirait pas pour le prochain film. Après, ils peuvent mais- le mettre dans Oui, la. ça Ouais, reste, Ils peuvent le mettre dans la série. ça reste Ouais. une décision forte. Moi, je trouvais ça pertinent, hein. Parce que le Joker, en vrai, le Joker, que ce soit le méchant principal de Batman ou juste quelqu'un comme le pingouin, c'est deux visions différentes, mais c'est deux visions qu'on retrouve dans les films d'animation, Et bien sûr. même dans le jeu, en fait, hein. Finalement, des fois, le Joker, il passe totalement inaperçu, notamment dans Asylum, où c'est vraiment l'épouvantail qui prend le lead. Donc, en vrai, un Joker qui apparaît 5 scènes dans chaque film, juste pour dire je suis là, et quand je suis là, je te fais bien chier, bah moi, ça me va, hein. Je préfère voir ça Bah, plutôt que de le revoir en serait en méchant adéquation. principal. Ce serait en adéquation avec justement le fait que Matt Reeves il fait pas les choix les plus faciles et renoncer au Joker, mine de rien, parce qu'on sait que Warner ils aiment quand même beaucoup le Joker, hein. Mm. C'est quand même vachement cool, je trouve. Alors ils l'ont mis dans le film. Là, dans l'état, je trouve ça un peu facile et tout, mais c'est vrai que si c'est juste pour nous montrer que voilà, il est dans le fond, il a existé à un instant, peut-être que c'était le premier mec que Bruce Wayne a foutu à Arkham. Bah écoutez, ça marche. Après, c'est quand même dommage d'avoir casté cet acteur-là, parce que c'est pas non Ouais, plus le c'est plus ce grand que acteur j'allais de, dire. c'est pas non plus le plus grand acteur de tous les temps, mais c'est quand même intéressant. J'ai envie de voir ce qu'il va donner, parce qu'il y a un potentiel, ne serait-ce que physique, avec ce mec qui peut Oui, être. bah, très inspiré pour moi des joueurs Rocksteady, avec ce visage cramé, etc. Enzo, tu voulais peut-être revenir là-dessus? Non, non, je t'en prie. non, non, c'est pas grave. Juste, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça fera un très bon méchant secondaire. Tu vois, genre, tu mets un méchant principal et Batman doit, je sais pas, coopérer avec le Joker pour arrêter ce méchant principal. Ça ferait une bonne intrigue et ça m'intéresserait. Moi, je le verrais peut-être comme un personnage qui permet juste, par exemple, l'évasion de la prison d'Arkham pour beaucoup de prisonniers, mais juste comme un élément déclencheur. Pas tellement comme un personnage au sein du film. Bah, de toute manière, Reeves, il a déclaré hier ou aujourd'hui que finalement la série sur le GCPD, ce serait plutôt une série qui est liée à l'asile d'Arkham, et il a comparé ça à un film d'horreur, je crois, ou à une série d'horreur. Ce serait Il tellement dit bien, que ça ressemblerait à une maison hantée. Et j'avoue que moi, sur le papier, ça me fait énormément fantasmer. Et que du coup, j'aurais aimé, en fait, dans ce contexte, un gros film complètement huis clos dans Arkham, avec Batman coincé j'aurais dans préféré. l'asile. Et le Joker qui orchestre Bah, toutes sortes de choses. Tu veux un Enfin, film d'ailleurs, pas que Batman le Arkham Joker, hein. Asylum, Ouais, c'est- où à un moment t'as Par Batman Matt Reeves, qui, Mais- où à un moment t'as Batman qui est en train d'halluciner à cause du gaz de l'épouvantail, et l'épouvantail il devient géant et Mais clairement, mais clairement, il y a un truc qui aille à fond dans l'horreur et même le gore, hein, tu vois, avec Mm. des personnages violents, genre Victor Zaz, tu vois. Enfin, Bien sûr. ce serait passionnant, mais du coup, qu'il fasse en série, bon, j'imagine que ça va quand même être cool. bah, si Mais- tu remplaces Batman, Ça me- si tu ouais. remplaces Batman par Gordon dans l'Asylum, ça serait bien aussi. Ouais, franchement, Ouais. Ça peut être bien aussi, mais bon, c'est pas aussi jouissif, quoi. Ouais, moi, l'aspect sériel me plaît moins parce que le fait de faire un gros film, comme tu le dis,
je pense que le sentiment d'oppression pour un film pareil, ce serait incroyable, quoi. Sur Et une surtout, durée restreinte. il aurait pu vraiment l'utiliser en pinacle de sa trilogie, tu vois, le troisième opus qui se recentre là-dessus Putain, ouais. avec un face-à-face avec le Joker. En tu vrai, vois. en vrai, ça se peut. En vrai, ça se peut parce que Matt Reeves, il pourrait être totalement délaissé. Le stéréotype du troisième film de la trilogie qui est grandiloquent pour se renfermer dans une sorte de huis clos. Ce serait Bah oui. vraiment, ce serait vraiment, là, ça serait vraiment une révolution en vrai. Hein, quand on y pense, de prendre le troisième opus d'une trilogie et au lieu de le mettre dans la ville, d'être en grand, etc., de tout renfermer entre quatre murs. Voilà, Euh, et qu'on ait le Joker, mais aussi une large galerie de méchants, avec, comme tu l'as dit, l'épouvantail, voilà, Victor Zsasz, peut-être même Bane, comme dans le jeu, à un moment donné, qui apparaît. Enfin, toutes sortes de choses, histoire qu'on découvre en fait tous les recoins de cet asile et qu'on ressente vraiment la peur d'être enfermé là-dedans. Genre, c'est l'Overlook Hotel, tu vois. Ah oui, ah bah oui, non, mais ce serait la référence parfaite, je pense. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Peu importe, là, sujet divers. Allez, je vous en prie, non? Personne? Eh bah, c'est la fin de cet épisode spécial sur The Batman de Matt Reeves. Je m'excuse encore pour des fois, moi qui ai dit de la merde ou qui n'ai pas trouvé les bons mots. Je suis exténué, je n'en peux plus. J'ai envie d'aller dormir et c'est ce que je vais faire Je d'ici suis quelques creux aussi, petites hein. minutes. Oui, je t'ai vu, Will. Je t'apportais mon soutien à distance. Euh, En tout cas, on vous encourage tous d'aller voir The Batman de Matt Reeves. Moi, je vous conseillerais d'aller le voir en IMAX parce que les projecteurs sont plus adaptés à projeter ce film qui demande beaucoup de lumière. On vous encourage à en parler aussi, à nous faire vos retours, à nous dire ce que vous avez pas apprécié ou non sur le film. C'était l'équipe de C'est quoi le cinéma. Merci à Jack, Vince, Will, Enzo d'avoir participé. Et on se donne rendez-vous très 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 bientôt pour l'épisode 3 de C'est quoi le cinéma. Rappelle-nous le film, Vince. Je sais que ça te fait plaisir. Oui, c'est la 36e chambre de Shaolin, un bon gros film de kung-fu. Voilà. Yes. Ça va lui faire plaisir. Retrouvez Jack sur Cinéma Pop Corner. Il a fait une critique aussi écrite de Batman, il Yes. me semble. Hein, voilà. Oui. Vince également sur Movie Nights qui a fait une critique écrite de The Batman également. Tout à fait. Et Enzo sur C'est quoi le cinéma qui a fait une critique écrite sur The Batman également. Et on a Will également qui a fait une critique lui écrite sur Big Bug. Critique mémorable. C'est ta dernière mémorable. critique? Oui, c'est sa Bon, là, dernière en date. Ça N'en va être écris le plus prochain d'autres. Pixar, là. C'est terminé. Faut que t'en écrives d'autres, il faut que tu laves ce péché. Ah, mais cette semaine, c'est le Pixar, mais j'ai des craintes. Donc, Oh. Bon bah retrouvez toutes les critiques sur les sites qui sont en description dans la description du podcast. Je commence à me parler en rond, on va vite clôturer. Merci à tous d'avoir participé, merci d'avoir écouté. Merci à toi. Et à dans quelques jours, quelques semaines pour l'épisode 3 de C'est quoi le cinéma. Je rends l'antenne au pub. Salut à tous. Salut. Merci. Salut. salut. Alors, infidèle, on s'en va sans dire au revoir? Mais pas du tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça la puissance intellectuelle. Bac plus 2, les enfants. On se dit au revoir pour un petit moment. Juste un petit moment. Vous pourriez pouvoir te tirer sans dire au revoir? D'accord. La prochaine fois, c'est moi qui conduis.